Ravi de vous retrouver pour eh bien ce live dont je vous avais parlé depuis très longtemps. C'est un live, voilà, je vous ai dit, c'était un peu un live qu'on attendait et je suis évidemment ravi de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le live histoire. Alors pour ceux qui ignorent ce que c'est le live histoire, parce qu'il y a des gens qui sont des nouveaux, c'est des lives où eh bien, soit on regarde des documentaires, soit on invite des historiennes à venir parler eh bien, de leurs recherches, de leurs ouvrages. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux historiens qui ont un peu, ce qu'on peut dire, leur ronde serviette. Je pense que c'est le bon terme. Nicolas Patin et Christian Ingrao. Wouh! Mettez la musique des Avengers maintenant. Wouh! Bien sûr, je suis ravi de les accueillir. Alors, je vais commencer par Nicolas Patin, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne et auteur notamment de l'ouvrage Kruger, un bourreau ordinaire. Comment ça va, Nicolas? Très bien, je regarde le chat, comme d'habitude, mais tout va bien, merci pour l'invitation. Et merci beaucoup, la dernière fois que tu étais venu, c'était pour parler des élections législatives de 1932, un live que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube Replay. Vous le verrez, on en reparlera, on fera une suite en fait avec ce live. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christian Ingrao, directeur de recherche au CNRS. Ouais, c'est ça. Écrivain d'ouvrages comme Croire et détruire, La promesse de l'Est, Le soleil noir du paroxysme aussi. Donc merci beaucoup Christian d'être venu, c'est ton troisième live aussi ici. C'est un plaisir, ouais. Je suis content d'avoir un rond de serviette ici parce que le repas est bon en plus derrière. Ouais, donc c'est parfait. Notamment le fromage auvergnat qui est excellent et qui a été, il faut le rappeler. Donc franchement merci beaucoup à vous deux d'être là, c'est un vrai plaisir, c'est un honneur vraiment de vous avoir à chaque fois. Et de passer des soirées intéressantes, de discussions. Je le rappelle, les live histoires, c'est l'occasion pour vous eh bien, d'échanger aussi avec Christian et avec Nicolas, de poser vos questions, d'interroger, de savoir, d'en apprendre plus justement. Et aujourd'hui, le sujet de notre discussion, messieurs, c'est un ouvrage que vous avez sorti avec Johan Chapoutot qui n'est pas là mais qu'on salue évidemment. Vous avez écrit ce livre à trois, Le monde nazi. Tout un programme et donc vous avez édité ça, c'est Talendier. Donc voilà, c'est disponible en librairie. On m'a dit que c'était pas facile d'en trouver parce que il y en avait pas mal qui étaient déjà out of stock. Donc il va falloir faire le réassort. Donc on va repartir, on va essayer justement de pouvoir un peu revenir sur ce sujet, revenir sur vous allez voir un programme, on va dire une soirée qui va plus dans le prolongement de ce qu'on avait fait avec Nicolas, où on était revenu sur l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, et on va essayer d'explorer une partie de cet ouvrage, mais on n'aura pas le temps évidemment de tout évoquer parce que c'est quand même un joli pavé. Mais déjà, j'aimerais savoir comment est-ce que vous est venue l'idée d'écrire ce bouquin à trois. J'aimerais savoir en tout cas. Alors je crois que c'est quand même une histoire un peu compliquée. Au départ, il y a eu deux projets, un projet sur le fascisme, un projet sur le nazisme. Et Johan et Nicolas se sont accoquinés ensemble avec David Gallo, qui est un troisième historien bourré de compétences, très talentueux, etc. Et puis David a fini par se retirer du projet. Et moi, je suis rentré dans le projet un peu sur le tard, il y a quelques années de ça. Et puis il y a 2 ans, je pense, on a fini par rendre les chapitres un peu tous. Enfin, Johan un peu avant, toi un peu avant aussi, et moi j'ai été le retardataire et voilà. Mais l'idée au départ, c'est quand même la conjonction entre une éditrice qui a l'habitude des grands formats très illustrés, qui est Judith, et qui passe de chez Belin à chez Talendier, et puis la fine équipe qui est autour de Johan, de Nicolas, etc. Donc voilà, en tout cas, vous êtes nombreux sur le live, vous êtes justement, vous êtes très curieux et ça fait plaisir. Donc merci beaucoup d'être là. On parlait de quelques années. Nico, ça fait combien de temps que tu travailles sur cet ouvrage avec notamment Johan et Christian? Comme d'habitude, comment dire, j'aime bien les chiffres. On a signé au tout départ en juillet 2018. Ok. Donc ça va, ça fait 6 ans. C'est ok. C'est une manière de dire, voilà, les livres, ça prend du temps. Et donc, parfois, quand on a des commentaires sur un livre, on dira, il se passe ci ou ça. En fait, oui, bon, d'accord, on a signé un certain temps. Et puis, le fait donc, que Judith Simoni, qui normalement nous regarde, soit passée de Belin chez Talendier, ça a changé le format. Et pour le dire vite, au départ, c'était censé être un manuel. Donc, un manuel, on sait ce que c'est. Voilà, l'effet dont on a besoin, des cartes, des images, vraiment la base. Avec le temps, ça a commencé à devenir une synthèse, qui est un ouvrage un tout petit peu plus exigeant, où on demande d'avoir une sorte de panorama de ce qui s'écrit déjà à droite à gauche, quelque chose voilà, qui va plus de l'avant. Et je disais,
du fait de notre amitié à tous les trois et de l'envie d'aller plus loin, peut-être que ce livre-là, il est aussi devenu un essai, c'est-à-dire quelque chose de plus, une interprétation plus générale du nazisme, tout en gardant des éléments. Bon, ça, c'est la cuisine de l'éditeur, mais voilà, on a aussi voulu. Il y a plus de 80 images, il y a un cahier hors texte, il y a, si je ne m'abuse, une quinzaine de cartes, parce qu'on voulait que ce soit un outil pour les collègues du secondaire. Qui en ont besoin. En fait, la base de ce projet, c'est que ce livre, il n'existe pas. Il n'y a pas de livre aujourd'hui en français qui couvre toute la période et qui soit où on trouve tout. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment ce côté-là où on voulait que aujourd'hui, si vous voulez avoir ça, le seul livre, c'est Kershaw Hitler, 2000 pages chez Gallimard. Et en soi, c'est certes une histoire du nazisme, mais c'est une histoire biographique d'Hitler. Donc voilà, il y avait cet enjeu-là et on a commencé effectivement à écrire. De manière plus... On a arrêté le plan, etc. Et on a commencé à écrire de manière beaucoup plus dense début 2023. Avec, comme c'est souvent le cas, bon, parce que voilà, le monde de l'édition, c'est toujours un truc hyper sympa et excitant. C'est comme dans l'événementiel, c'est comme dans un film, etc. C'est comme dans les jeux vidéo quand on fait le crush, c'est comme dans la mode quand on fait la... Voilà, c'est le défilé final. Donc, juin-juillet... On était là, on était présents. J'ai pas compté le nombre de mails, mais je pense qu'on était à 100 mails par jour le dimanche. Surtout, voilà, donc voilà, on était bien. Il n'y a pas eu de camp d'écriture en juin-juillet. Il y avait un fil WhatsApp, machin truc. Ouais, non, le fil WhatsApp, il était horrible. Pire qu'un fil WhatsApp de famille. C'est de dire. Oh, l'angoisse. C'est de dire. Avec des photos de je suis là, mais en même temps avec. Vous avez cette note de bas de page ou pas? C'est ça. Vous l'avez finalisé? Ouais, c'était ça, ouais. Dédicace à Louis Bousquet, notre iconographe. Voilà, lui, il a bien pris quand même pour tout le monde. Super livre sur les Rolling Stones, si je ne m'abuse. Louis. À la base, je crois. Bon, voilà. Mais voilà, donc il y a toute cette genèse-là, mais tout ça pour dire que il y a beaucoup de boulot. Voilà, merci pour les travaux. Enfin, voilà, c'est un travail collectif, mais qui prend beaucoup de temps. Et on est content de le voir arriver là, bien épais, bien joli. Et il est là, il est juste ici, le monde nazi. Et tu fais bien de le dire, toute la période 1919-1945, donc on couvre l'après-Première Guerre mondiale, jusqu'à l'effondrement du Troisième Reich. Donc voilà, c'est vraiment une synthèse avec beaucoup de notes de bas de page, beaucoup de références à d'autres ouvrages aussi, donc de confrères. Donc c'est très intéressant pour ça. Messieurs, je vous propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, parce que voilà, le monde nazi, c'est un titre qui interpelle. Déjà, rien que le choix du titre aussi peut poser question. Si en apprendre plus sur le nazisme passe par la découverte de ses idées, de ses croyances, de ses appareils d'État, ses institutions, de sa myriade, comme vous l'avez dit dans le livre, d'administration, et de ses violences, évidemment. Le nazisme, c'est autant d'expériences singulières aussi pour quelques 80 millions d'Allemands à cette époque, et plus de 235 millions d'Européens occupés par la suite. Donc c'est des expériences où se mêlent intimidation, terreur, mais aussi indifférence, voire même participation, bienveillance, et même, bien sûr, vous en parlez dans le bouquin, de ferveur aussi. Donc comment le nazisme s'est immiscé dans le foyer, comment a-t-il été vécu dans le quotidien par ses contemporains? Et on va essayer ce soir dans notre entretien justement d'aller dans la suite de ce qu'on avait fait avec Nicolas, comme je le disais, après l'accession au pouvoir du nazisme, de comprendre comment est-ce qu'il s'est immiscé dans le quotidien des Allemands de cette époque, comment est-ce que de son panorama politique, administratif, il est en venu à articuler les relations entre individus, entre groupes sociaux, et qui forment à la fin une société, et comment est-ce que finalement s'est créée cette société nazie. Donc on va essayer justement d'en parler aujourd'hui, donc plutôt dans les années 30, on parlera pas forcément de la guerre, alors il y aura des portes d'entrée évidemment, bien sûr, vous savez bien, mais l'idée c'est vraiment de parler comment est-ce que finalement un Allemand moyen, d'une certaine manière, a vécu le nazisme à sa hauteur. Après évidemment, comme vous le savez, chaque contexte, chaque histoire individuelle a sa particularité, mais l'idée c'est qu'on puisse s'y plonger tous ensemble ce soir. Déjà, dans la première question que je voulais vous poser, c'est la matrice idéologie nazie. C'est quoi, quand ça commence le nazisme, en termes d'idées, en termes de croyances, jusqu'à où est-ce qu'on peut remonter une filiation avec le nazisme? C'est à la fois une question très simple et une question très compliquée, parce que d'un côté, l'étude du nazisme, elle a commencé sous la pression d'événements. Tu vois, il y a plein de gens qui ont essayé de comprendre ce qu'était le nazisme au moment où il arrive au pouvoir, pendant la guerre, etc., etc. Et il y a évidemment des explications très simplificatrices qui disent tu trouveras un truc dans le point virgule chez Luther, et donc il y a une filiation entre Luther et Hitler. C'est dans quasiment les gènes, mais oui, c'est ça, c'est dans la génétique des Allemands, etc. Si on regarde les choses de façon plus si on essaie de prendre un peu de distance, on s'aperçoit qu'il y a
un certain nombre de choses qui se mettent en place et qui sont de l'ordre de la révolution scientifique et de la modernité et qui vont générer les éléments qui constituent le fondement de la logique raciale nazie. Le nazisme, c'est un déterminisme racial. Ça explique le monde, l'histoire et soi. Et expliquer les personnes, les destins et le monde, eh ben, il faut qu'il y ait eu la révolution scientifique derrière. Donc, tu vois, il faut qu'il y ait beaucoup de biologie, des pseudosciences comme la raciologie, la craniologie, etc., etc. Et puis des gens qui essayent d'expliquer le social par le racial. Et donc, tout ça naît quelque part entre 1880 et 1910-1920. Et dans le même temps, eh bien, tu as des vieux fonds idéologiques et nationaux qui se sont mis en place au 19e siècle, hein, le nationalisme qui va se biologiser, l'antisémitisme qui lui aussi va se biologiser, et c'est ce fond-là qui va être retravaillé par la Première Guerre mondiale et par la radicalité qu'elle apporte. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'elle apporte de la radicalité? Ben, tout simplement parce que la mort de masse fait que tu dois, pour en rendre compte, il faut, pour arriver à accepter que ton fils est en train de mourir au front, il faut donner un système d'explication. Et le nazisme est l'un de ces systèmes d'explication, avec l'idée que dans les années 20, je m'excuse Nico, mais dans les années 20, le NSDAP est un parti racialiste, identitaire, etc., comme un autre, mais il se singularise par le fait qu'il a une cohérence idéologique un peu inédite. Et elle se crée comment, cette cohérence idéologique? Comment est-ce que... Vas-y. Donc là, Christian vient de nous dire aussi un truc hyper important, c'est que l'histoire des idées qu'on considère comme nazies et donc allemandes est en fait une histoire européenne. Tout commence au 19e, voire même avec 1789 et la contre-révolution. Et les pays qui ont besoin de cette science raciale en tordant les résultats de Darwin. Darwin n'a jamais, 1859, Darwin n'a jamais écrit une ligne sur la concurrence des espèces entre les hommes. Hein. Donc ça, c'est le darwinisme social. Tout ça, c'est l'Angleterre et la France qui ont besoin de ça pour imposer la colonisation. Jules Ferry, 1885, les races supérieures ont un devoir, parce qu'elles ont un droit, de civiliser les races inférieures. Ce qui va sédimenter, et ça, bon, c'est des recherches. Nous, ce qu'on essaie de faire vraiment humblement, c'est que c'est des recherches qui sont qu'en allemand, du coup, qui sont parfois inaccessibles pour les gens qui parlent pas allemand, et ils sont nombreux. Mais ce qui a été montré, c'est qu'en fait, tout sédimente dans une période relativement courte, 1918-1919, au moment de la défaite de 14-18, au moment de la révolution allemande, qui commence le 3 novembre 1918, et au moment où une partie de la droite et de l'extrême droite allemande vont faire fusionner toutes ces idées-là. Un petit détail, mais qui est important, parce que je sais que dans le live, il y a aussi des gens qui s'intéressent beaucoup à la Russie. Vous avez tous les exilés anti-révolutionnaires de la révolution russe de 1917 qui sont en train de débarquer en Europe de l'Ouest. Et ils débarquent avec quoi? Leurs idées dans leurs valises. Tous les bolcheviks sont juifs, etc., etc. Donc tout ça va sédimenter, notamment en Bavière. Parce que dans la Bavière, qui aujourd'hui nous évoque, pardonnez-moi, mais les saucisses, Munich et les BMW, je suis très nul en foot, donc je vais pas... Et quoi? Et l'Oktoberfest. Et l'Oktoberfest, ouais. Alors sur des clubs de foot, j'ai même pas d'idée, je sais que les gens vont me juger, mais bon voilà. À l'époque, c'est pas du tout ça, c'est une monarchie qui va basculer dans une république des conseils, c'est-à-dire une révolution quasiment la plus soviétique, la plus radicale, comme en Hongrie. Et en fait, la contre-révolution bavaroise va être extrêmement forte. Donc si on s'intéresse au contexte très précis de cette sédimentation, c'est ça. Sauf que pourquoi c'est important? Hitler, on y reviendra sûrement après. Tout le monde dit, quand vous lisez les biographies un peu anciennes, il est devenu antisémite à Munich en 1907-8. Non. Hitler, il est le produit de cette époque et de ces idées-là à ce moment-là. C'est à ce moment-là que, formé par l'armée, qui se rend compte qu'il est un propagandiste assez efficace, il va structurer toutes ces idées-là. Et pour terminer, la spécificité du nazisme et de l'idée d'Hitler en particulier dans toute cette nébuleuse d'extrême droite, c'est qu'en fait les autres, ils articulent l'antisémitisme, le racisme, l'ultranationalisme, les croyances nordicistes, les casques vikings, etc. Il y a des nébuleuses, hein, la société de Thulé, les francs-maçons, enfin tout ça. Sauf que Hitler, lui, ce qu'il dit, c'est la race décide de tout. Il réorganise toute
toutes ces idées extrémistes autour d'un racialisme conséquent, c'est-à-dire que pour lui, tout est raciste. Tout est racial et donc, évidemment, contre les juifs. Et ça va même il va se fâcher, il va couper les ponts avec les premiers membres du DAP, le tout début du parti nazi, qui eux, pour certains, considèrent encore, notamment son mentor, considèrent encore que les juifs, c'est une religion. Donc voilà, la synthèse, elle se fait là, dans ce contexte-là, et avec un Hitler qui va pousser la question raciale jusqu'au bout et en faire l'explication monocausale de tous les problèmes des Allemands. Ouais, c'est ça. Donc on arrive à... Donc il y a justement ce... Tu parles d'Hitler à ce moment-là, je pense justement qu'on peut en parler. Vous avez fait un peu un cas particulier d'Hitler dans le livre, mais c'est souvent une question que moi j'entends, c'est quelle est l'importance d'Hitler dans le nazisme et dans l'émergence du nazisme? Est-ce qu'elle est, on va dire, est-ce que c'est l'alpha et l'oméga? Est-ce que finalement, si c'était pas lui, ça aurait été un autre? Enfin, tu vois, on peut aller loin, mais... C'est très sympa, merci. C'est une question qui est évidemment qui a suscité une moitié de notre bibliothèque sur le nazisme. Tu vois, la question du rôle d'Hitler au départ. Je rappelle, il y a une première génération de gens qui pensent que Hitler c'est l'alpha et l'oméga de la chose et que il par la magie et la manipulation, il a subjugué 80 millions de personnes et fait que des gens qui d'habitude écoutaient des valses de Vienne se mettaient à défoncer des enfants devant des fosses en Biélorussie en criant Botan. Ça, c'est la première génération. Il y a une deuxième génération qui nous a dit non, mais il faut arrêter les conneries. Enfin, j'exagère un peu en disant comme ça, mais en disant c'est plus compliqué. Hitler est en fait un dirigeant qui a imposé ce qu'on appelle une domination charismatique, c'est-à-dire une domination qui est basée sur ce qui émane de la personne, mais ce qui compte, c'est ce que ça suscite dans les followers. Allons-y, tu vois, le terme marche assez bien. Il y a depuis un certain temps d'autres thèses qui se sont mises en place. Il y a Wolfram Pitta qui a travaillé sur la question de la mise en scène, de la présentation de soi. Tu vois, on est à la fois dans quelque chose qui est assez rigolo, hein, qui sous couvert de regarder l'expérience théâtrale d'Hitler. Fait de la sociologie goffmanienne, tu vois, la présentation de soi, etc. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on voit comment en fait la place d'Hitler, elle a évolué. Et nous, on est un peu ennuyés avec ça, tu vois. Moi, dans ma thèse, il n'y a pas un mot sur Hitler, parce que je suis sur d'autres. Je suis sur d'autres des appareils réversifs dans lesquels Hitler est une présence extrêmement lointaine, etc. Et ça, on est un peu ennuyés. Et une des choses qu'on peut regarder. Une des choses qu'on est en train d'évoquer dans le livre, c'est quand on commence à travailler sur la guerre, Hitler est présent pratiquement à toutes les pages de la grande histoire de synthèse de l'Empire allemand et de la Seconde Guerre mondiale, tu vois, qui est une série en 13 volumes, incroyable sur Hitler. Mais d'un autre côté, il est là tout le temps, et en même temps, l'histoire se fait sans lui. C'est-à-dire qu'il est là parce que quand Kharkov est repris en décembre 1941, il dit qu'il faut pas y aller. Mais d'un autre côté, c'est pas lui qui décide, etc. Et donc, on a résolu les choses en le laissant apparaître partout, mais en n'en faisant pas un sujet du livre. C'est-à-dire que on essaye de dire que le destin du nazisme est un destin allemand et un destin européen, mais c'est pas un destin d'Hitler. Il a été une sorte de catalyseur, mais ni plus ni moins. Nico. Après, si vous aimez lire des livres de 1000 pages, je réponds juste dans le chat, oui, j'ai perdu mes lunettes, d'accord? C'est pour ça que je fronce les sourcils en essayant de lire les trucs. J'ai l'impression d'être chez l'ophtalmo, c'est tout petit, c'est horrible. Merci. En fait, tu vois, il y a un truc, c'est que nous aussi, en tant que chercheurs, on évolue. Moi, j'étais très convaincu que Hitler avait une place relativement marginale. Okay. Parce que je fais de l'histoire sociale, parce que pour moi, les individus dans l'histoire, César, Napoléon, De Gaulle, machin, c'est pas mon truc. C'est vraiment une manière de faire l'histoire qui m'intéresse pas. Et quand tu lis la grosse bio d'Hitler, qui est celle de Kershaw en 99, qui était un truc énorme, quoi, vraiment une qualité d'écriture. Kershaw, il arrivait à te dire, en même temps que Hitler était au centre, mais qu'il était au centre par son charisme, par le lien qui l'unissait aux Allemands dans la manière dont eux-mêmes projetaient sur lui leurs envies, leurs désirs, leurs peurs, etc.
Moi, j'étais pareil, j'étais en mode non, mais Hitler, c'est pas mon problème, histoire sociale. Et en fait, on peut changer, oui, c'est possible, parce que des bios d'Hitler, il y en a tous les ans, parfois plusieurs. Et là, il y a eu une série, il y a eu Wolfram Pita, il y a eu Volker Ulrich, toutes traduites en français, et il y a Peter Langerich. Et il y en a qui m'ont pas convaincu. Et Peter Langerich, c'est un des plus grands spécialistes du nazisme. Il a travaillé sur tous les aspects. La Shoah, la SA, les structures, l'État. Le gars, il pond, c'est un chercheur allemand, il pond des livres de 1000 pages tous les ans, comme une horloge suisse. Tous les 2 ans, bon. Et en fait, il a fait cette bio d'Hitler où lui, son truc, c'était il y a 2019, c'est de dire non, en fait, Hitler est au cœur de tout. Alors, il décale le problème, il dit Hitler est au cœur de tout, pas parce qu'il impose tout, mais parce qu'au contraire, il est extrêmement souple et il négocie tout. Alors, tu vois, il y a cette idée hyper intéressante. C'est-à-dire, il dit oui, Hitler est au cœur de tout, mais pas il impose tout, il négocie tout. Et j'avoue que Langerich, vraiment, il est incroyable et il m'a fait changer. C'est-à-dire que je regarde plus les choses de la même manière. Et effectivement, je considère toujours qu'on peut pas expliquer le nazisme uniquement par Hitler, ça n'a pas de sens. Il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont agi dans le génocide, y compris en Europe. Il y a des millions d'Allemands. Le parti nazi, c'est 8 millions de personnes membres du parti en 1944. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'avec Langerich, il y a eu un retour un peu de cette importance d'Hitler au cœur de l'équilibre du régime. Pas nécessairement de la décision absolue, mais de l'équilibre du régime. Moi, il y a quelque chose au début du livre qui m'a très intéressé. Après, on va pouvoir parler de l'arrivée des nazis au pouvoir et de justement la mise en place du monde nazi. Je pense que justement, en tout cas de cette société nazie, vous faites un point sur un peu de sémantique quand même sur le terme idéologie. Parce qu'on parle beaucoup d'idéologie nazie. Pourquoi est-ce que c'était important, vous, de faire un point sur un terme, on parle beaucoup, l'idéologie nazie à mener. Vous parlez plutôt de culture. Alors, ça, c'est quelque chose auquel on a réfléchi jamais vraiment ensemble, tous les trois, mais tous, dans notre côté. On a tous été ennuyés, en fait, par ce terme d'idéologie, parce que il y avait d'un côté des gens qui nous disaient que dans les motivations des tueurs, il y avait l'idéologie ou le conformisme. D'autres personnes qui nous disaient est-ce qu'il faut qu'on étudie l'idéologie ou les mécanismes sociaux, est-ce qu'il fallait qu'on travaille l'idéologie ou le social, etc., etc. Et donc, et puis, on s'apercevait bien, je pense qu'on s'aperçoit un peu tous bien que le terme d'idéologie qui est hyper bien défini par Marx d'un côté et qui dans l'idéologie allemande et puis qui après devient quelque chose qui est complètement démonétisé chez la deuxième génération des historiens du nazisme. Pour eux, les idéologies, pour ce qu'on appelle les fonctionnalistes, c'est une somme de préjugés. Pas grand-chose de plus, etc., etc. Et donc, on a tous été obligés, tous les trois en tout cas, on est une armée de 3 personnes, peut-être un peu plus, mais on est obligé en fait de montrer que ce que Marx déclinait comme une idéologie, c'est-à-dire un ensemble de choses qui constituent comme une atmosphère autour de la matérialité, autour des rapports sociaux. C'est ce que au 19e siècle on appelle ça comme ça quand on travaille sur l'idéologie allemande, et au 20e siècle on appelle ça une culture. Mais au fond, la définition de la culture, il y en a 17 d'après Clifford Geertz, mais dans les définitions de la culture d'un côté et la définition de l'idéologie chez Marx, il y a très peu de différence. C'est l'idéologie comme la culture, c'est quelque chose qui s'articule au réel et qui rend compte en fait de la matérialité des choses et notamment des faits sociaux. Justement, il y a Squala qui pose une question. N'hésitez pas dans le chat aussi, vous aussi. J'ai vu, elle est magnifique, poser vos questions. De Squala. Du coup, je me permets une approche matérialiste du nazisme ou plutôt idéaliste. Ce sont les choses qui font avancer l'idéologie ou la culture nazie, du coup, comme on venait de dire, ou les idées. Alors, au-dessus, il y avait une question qui disait culture comme stock ou culture comme flux. Donc, je pense que c'est des étudiants de master qui ont bossé le cours de lundi dernier. RPZ, UBM, on est là. Bref. Et là, évidemment, culture comme flux. C'est-à-dire culture comme aussi incorporation d'une représentation du monde et comme pratique. Et c'est vrai qu'un des chapitres que j'ai préféré travailler, c'est le chapitre sur les années 20, les années de vache maigre pour le parti nazi, où en fait, il passe de 2% à 2%. Le R est très présent. Et que ce soit en termes de militants ou en termes de votants. Mais en même temps,
dire qu'ils arrivent en 1928 avec les scores au choix du parti animaliste ou ou de Debout la République, on loupe quelque chose qui est l'invention d'une culture militante. Et cette culture militante, c'est très peu d'idées et c'est beaucoup de pratiques. Donc évidemment, on a cette définition extensive. Et le truc, c'est que les nazis eux-mêmes détestent le mot idéologie. Ils disent on a une conception du monde, Weltanschauung, un regard sur le monde. Donc tout ça pousse à aller vers la culture. Et puis bon, Johann n'étant pas là quand même, il a écrit un livre sur la révolution culturelle nazie où il a poussé ses hypothèses. C'est-à-dire que les idées nazies ne sont pas du tout que des idées. Elles expliquent l'intégralité du monde, l'intégralité de l'histoire et surtout elles sont actions. Okay. Elles sont violence, etc. Alors sur la question idéalisme ou matérialisme, là, franchement, on n'a pas le temps, parce que c'est évidemment l'idéalisme, c'est Hegel. Le matérialisme, c'est la grande révolution apportée par Marx, qui est une des plus grandes révolutions philosophiques des 2000 dernières années. Les solutions politiques de Marx, c'est autre chose. Mais philosophiquement, on ne peut pas ne pas voir que Marx renverse la table, tout ça. Les nazis n'ont pas du tout assez de culture comme Stock. Ah, c'est bon, ça y est, je suis lancé. Les nazis n'ont pas du tout assez de culture comme la confiture qu'on étale pour juste avoir même l'idée de ce que peut être un débat sur le matérialisme et l'idéalisme. Oui. Il faudrait qu'ils aient lu 3 livres et demi, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est pas possible. Donc on peut pas appliquer cette lecture, cette rupture philosophique marxiste qui date de 1840, 41, 48, Capital et tout, à des nazis qui n'ont pas lu ça, quoi. Donc ça marche pas. Et donc du coup, ce serait peut-être un peu surinterprété ou aller un petit peu trop loin. Du coup, tu parlais un petit peu de la période de Vache Maigre dans les années 20 justement pour les nazis. Peut-être pour les gens qui n'ont pas vu le live qui a duré plus de 2 heures, peut-être qu'on peut faire un rapide condensé, tu vois, de l'accession au pouvoir. Je te demande un truc très compliqué, mais juste pour que les gens sachent, voilà, comment en 33, Hitler arrive au pouvoir. Comment est-ce que ça se passe? Ah ouais, mince, j'avais pas vu venir. Ah, tu l'as vu comment? Ok, on va faire très simple, ça va durer 20 secondes. Fondation du parti nazi 1919, mai 1928, élection législative. Je vous le résume, ça fait voilà, ça fait un bruit de criquet, en fait. Alors certes, il y a le putsch de la brasserie le 8-9 novembre 1923, mais la réalité, c'est qu'en fait, et ça c'est un truc qui est important à expliquer parce que je sais que c'est pour passer le cirage, je sais que sur ta chaîne, on parle des réalités historiques, mais on parle toujours de comment on les construit. Et en histoire, et particulièrement en histoire du nazisme, il y a un peu un défaut, c'est que la plupart des gens s'intéressent au Troisième Reich et reviennent vers Weimar. Mais quand ils reviennent vers Weimar, le seul truc qui les intéresse, c'est le parti nazi. Donc ils ont tendance à le grossir énormément. Parce que pour eux, tout est expliqué un peu par les fins dernières, par 33, etc. Quand tu repars du début, mais encore une fois, on va le dire 12 fois, en mai 1928, les nazis font 2,6%. Je suis trop, pardonnez-moi, mais je suis trop, je vois pas le rappeur, quoi. Enfin, tu vois, c'est le truc. Et du coup, il faut bien se rendre compte que, je dis souvent ça à mes étudiants, tu reviens dans le passé, tu dis à un Allemand de 1928, dans moins de 5 ans, Adolf Hitler est au pouvoir, le gars, il te dit, wow, trop de bière à la brasserie du coin, petit problème. Bon. Et du coup, en fait, il faut restituer ça, c'est-à-dire que c'est un parti parmi plein d'autres. Un petit point d'entrée, et puis après, je passe à la suite. On a tous les deux travaillé, on n'était pas tout seul sur l'édition scientifique de Mein Kampf en français. Bagatelle de 700 pages, traduction par Olivier Manoni. Voilà, il y avait tous les collègues, on pense à Olivier, on pense à Marie-Bénédicte Vincent, enfin voilà, David Gallo qui était là. Le chat arrive. Et en fait, dans Mein Kampf, tous les gens y voient le programme du mal, le projet, la destruction, etc. En fait, sur les 700 pages, outre une autobiographie d'Hitler complètement mensongère, t'as 200 pages de règlement de compte entre le petit parti d'à côté, l'autre petit parti d'à côté. Oui, mais quand même, à cette réunion, ils portaient des casques et pas nous, etc. Et en fait, là, tu te rends compte du côté extrêmement micro du nazisme. C'était un parti parmi tant d'autres. Alors oui, bon, je peux pas donner tous les chiffres, ça prendrait trop de temps. Le parti nazi dans les années 20, c'est 50 000 militants. Alors là, tout le monde dit « Waouh, c'est presque le nombre de militants du Parti socialiste aujourd'hui !» Ouais, bon, sauf qu'à l'époque, 55 000, c'est rien. Le Parti communiste, ils ont 450 000 membres. Le SPD, ils en ont 1 million. Le gros parti conservateur d'extrême droite, ils en ont 1 million. Donc voilà, bon. Une fois qu'on a compris ça, on arrive tout de suite, vous voyez, ça verse, c'est comme une cascade. On se dit, mais c'est bon, on a trouvé la solution. Si en 1928, c'est personne, là, l'explication monocausale, c'est la crise de 29. Oui. Puisqu'effectivement... Ça semble clair. C'est évident. Une grande crise économique.
28, ils font 2,6%. 14 septembre 1930, ils font 18,3%. On est tranquille entre les deux. La crise financière de Wall Street qui déclenche un chômage de masse dans l'Allemagne de l'époque. Alors, il faudrait beaucoup de temps pour évoquer tout ça, mais la crise n'est absolument pas la seule raison de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Elle est une condition suffisante, nécessaire, mais pas suffisante. Et en fait, dans une crise extrêmement rapide, si vous comptez, septembre 30, janvier 33, c'est extrêmement rapide, 31-32, ça fait à peine 3 ans. Ça fait 3 ans et si je dis pas de bêtises, je suis encore... Non, 3 ans et 3 mois, c'est depuis la crise de 29. Mais la première grande victoire électorale nazie en 30 et l'arrivée au pouvoir, c'est 2 ans et demi. Bah, qu'est-ce qui va se jouer? Beaucoup de choses. Le traumatisme de la Grande Guerre qui revient, de la défaite. L'écroulement de la droite traditionnelle qui en fait court après l'extrême droite et, passez-moi l'expression, se vautre. C'est-à-dire que le grand parti d'extrême droite conservateur de l'époque, il perd la moitié de ses voix et de ses sièges au profit des nazis. Un grand patron de presse qui s'appelle Alfred Hugenberg, qui va utiliser tout son pouvoir médiatique dans le cinéma et dans la presse pour faire la courte échelle à Hitler. Et on a, pour terminer, une combinaison de 3 facteurs. Des victoires électorales massives quand même. Maximum en juillet 1932, c'est 37,3% aux élections, c'est quand même pas rien. La violence dans la rue, ça souvent on l'oublie. 500 000 SA, 500 000 chemises brunes. Il y a plus de chemises brunes que de l'armée à ce moment-là. 5 fois plus. 5 fois plus. 5 fois plus. En fait, en décembre 32, l'armée commande une sorte un Spielplan, un plan de guerre pour voir s'il y avait une guerre civile et que les SA attaquaient en combinaison avec les communistes, si l'armée était en capacité de répondre. Le plan Hoth, ça s'appelle, O2T. Ils disent on est foutus s'ils attaquent. Donc il y a cette violence-là et tout le monde en est conscient. Tout le monde a peur en fait que si on donne pas le pouvoir à Hitler dans les élites, ces élites elles ont peur qu'Hitler fasse un coup d'État. Puis la 3e pièce du puzzle, c'est tout simplement ces élites-là qui après avoir fait mine de résister à Hitler vite fait, parce que tout simplement ils voulaient pas lâcher le pouvoir. La République de Weimar, ils s'en tamponnaient le coquillard. S'ils avaient pu mettre une dictature militaire ou dictature autoritaire à la place, ils l'auraient fait. Et à la toute fin, décembre 32, janvier 33, Hindenburg qui avait dit non à Hitler en août 32, il dit bon allez, au final on essaye, parce qu'il ne voit pas le danger, il voit pas complètement le danger d'Hitler, il pense qu'ils vont le domestiquer, et ça nous amène aussi à la suite, c'est-à-dire qu'en fait ces gars-là qui pensaient tout maîtriser, etc., au bout de 3 mois ils sont rétamés. Tous les partis politiques sont dissous au 1er juillet 1933. Donc voilà, donc il y a cette dynamique-là. Donc je termine. Non, la victoire des nazis, c'est pas une victoire légale. C'est pas uniquement une victoire légale. C'est encore une fois une condition nécessaire mais pas suffisante. Suffisante mais pas nécessaire. Ça y est, c'est fini, j'ai plus de cerveau. Faut pas oublier la violence dans la rue, et ça c'est une grande différence par rapport à aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on a une extrême droite violente, on a des Loïc Le Priol, on a des menaces sur Internet, mais on n'a pas 500 000 mecs prêts à en découdre. Avec des armes qui avec des armes. Et la compromission des élites, je vous laisse juge sur cette question-là, bien sûr. En tout cas, sache que ça a fait réagir le chat tout à l'heure, ce parallèle, évidemment. Il y avait aussi une question qui venait de ce coin-là, qui m'avait envoyé aussi avant le live. Du coup, la prise au pouvoir d'Hitler, c'est même si tu dis effectivement, c'est un coup d'État qui est sous couvert un peu de légal. Est-ce que du coup, le pouvoir nazi, c'est un pouvoir révolutionnaire ou est-ce que c'est un pouvoir conservateur? C'est moi qui me s'y mets. Non, vas-y, je pense que t'es plus aigu là-dessus. Waouh. Est-ce que tu vois, on aurait dû préparer avant parce que là c'est dans. Mais non, mais je rigole bien, évidemment. Je vais. Alors sur ta question, je donne un peu des conseils de lecture, mais si c'est des gens, ils ont envie d'empiler grave des livres de 1000 pages et tout. Puis après ils vont revenir dans 2 mois sur le live en mode non mais vas-y, tu racontes n'importe quoi. J'ai lu cette référence. Alors la référence sur ce sujet-là, c'est Jeffrey Herf, Le modernisme réactionnaire, qui a été d'ailleurs republié avec une introduction de François Jarich, si je dis pas de bêtises, collègue de Dijon. Ah bon? Ouais, non, je savais pas. Ouais, ouf. Et en fait, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que oui, alors parce que dans le chat c'est parti déjà en mode est-ce que les nazis étaient socialistes et tout. On a déjà traité cette question, mais là tu changes un peu l'idée. Tu dis est-ce qu'ils étaient révolutionnaires? Dans leur tête, oui. Tu lis le journal de Goebbels, ministre de la propagande en 33 et responsable de la propagande du parti avant 33. Toutes les 2 phrases, il dit « je suis révolutionnaire, je suis révolutionnaire, je suis révolutionnaire ». Donc dans ta tête, tu dis « je suis révolutionnaire », Lénine,
Marx, Le Grand Soir. la dictature du prolétariat, le Grand Soir, la grande lueur à l'Est, bon bref. Et il y a la révolution chez Marx, c'est compliqué, c'est un concept. Hein. Quand tu vois les débats de chez Rosa Luxembourg, etc., sur est-ce que la révolution est nécessaire ou pas, etc., pour eux, c'est pas ça, c'est juste on renverse le pouvoir, c'est du putschisme en fait. Il n'y a pas de... Voilà, c'est du putschisme. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Elle est révolutionnaire. C'est c'est la révolution, d'accord? C'est du putschisme. Donc, et notamment dans la SA, il y a vraiment cet imaginaire de renverser le pouvoir, détruire la République de Weimar, mais sans avoir un corpus outre un imaginaire de coup d'État militaire plus vaste que ça. Mais pour eux, oui. Pour eux, c'est une révolution parce qu'ils mettent à bas, alors j'emploie les termes nazis de l'époque, le système, les criminels de novembre, pour faire référence à la révolution de 1918. Donc pour eux, oui. Mais effectivement, c'est plutôt un putschisme qu'un côté vraiment révolutionnaire avec une doctrine. Ensuite, est-ce qu'ils sont conservateurs? La réponse est bien sûr oui. Parce qu'en fait, ils sont même plus que ça, ils sont réactionnaires. Oui. Ils ne veulent pas, ils veulent absolument, par exemple, pas conserver. Alors, juste un point aussi pour les étudiants comme d'hab. Conservateur et réactionnaire, c'est des termes dynamiques. Ils ne veulent rien dire en soi. Aujourd'hui, tu peux être conservateur des acquis sociaux de gauche des 30 Glorieuses, ça fait de toi quelqu'un de gauche. Pourtant, tu es conservateur. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, voilà. Donc attention à ça. Les nazis, ils veulent rien conserver. Ils veulent pas conserver la République de Weimar, ils veulent pas conserver l'Empire de Guillaume II, parce que alors là, pour eux, c'est aussi un ramassis de juifs, etc. Ils sont réactionnaires, ils veulent revenir à un temps immémorial où la race aurait dominé, la race aryenne, etc. Donc leur projet n'est pas du tout progressiste, hein, bien sûr. C'est un projet réactionnaire. Sauf que nous dit Herf, ce modernisme, cette réaction, c'est un modernisme réactionnaire, c'est-à-dire qu'il est habillé sous les apparats de la propagande la plus moderne. La radio, Hitler, c'est le seul à faire 3 meetings dans la journée en allant en avion. C'est vrai. L'amour, alors c'est débile, c'est trivial, l'amour des belles bagnoles. Hitler avec les... Alors là, on rentre dans le geek Hitler, tout le monde pose des questions, etc. Oui, Hitler, avec les droits de Mein Kampf, sur lesquels il a jamais payé d'impôts, la première chose qu'il s'est payé, c'est une Mercedes compressor. Sauf que les mecs du SPD derrière, ils roulent pas en Mercedes compressor, tu vois. Et donc, il y a cet habillage ultra moderne de la propagande nazie au service d'une idée extrêmement réactionnaire. On a essayé de faire un point un peu global, justement, et ça qui était pour que vous puissiez un petit peu tous repartir sur les bases idéologiques, sur l'arrivée au pouvoir d'Hitler, etc. Et comme je disais, un peu l'objectif du live aujourd'hui, c'est de parler de ce monde nazi et comment est-ce qu'il a été vécu de l'intérieur d'une certaine manière dans les années 30. Mais avant de parler de l'individu, je pense qu'il faut parler de ce qu'il voit, de ce monde politique qui évolue autour de lui. Et justement, Christian, autour de comment se met en place après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, après... on va faire du parti nazi le parti unique, Hitler va avoir les pleins pouvoirs. Comment est-ce que, on va dire, les nazis mettent en place leur administration, leur politique et commencent à occuper le paysage politique de l'époque? C'est assez intéressant parce que il y a effectivement 2 périodes. Il y a une première période qui est une période qui commence avant 33 et qui va se terminer vers le 30-20-34, dans lequel il y a une espèce de labilité, d'instabilité qui est extrêmement importante et dans laquelle les nazis vont commencer à coloniser un peu l'ancien appareil de l'État allemand. Hein. Pas tout à fait l'armée, mais les ministères, les préfectures, les polices, etc. etc. Et puis, quelque part vers 34, il y a une mutation qui se met en place et il y a les institutions qui étaient déjà présentes dans le national-socialisme, la Ligue des étudiants national-socialistes, la Hitlerjugend, etc., vont commencer à devenir des institutions d'encadrement du social. Okay. Et ça, c'est intéressant parce que il y a quelque chose qui se met en place et qui est de l'ordre, on va dire, de la douceur de la domination. Et ici, les générations d'historiens ont eu pas mal de mal à arbitrer entre les différents types d'interprétations qu'on peut émettre. Tu as d'un côté Hannah Arendt, et les historiens internationalistes qui nous disent la domination, ça fonctionne comme une pile de verre dans laquelle tu verses du champagne, c'est du ruissellement, etc. J'entends. Et donc les choses se passent, ça ruisselle de Hitler vers le bas. T'as eu ensuite une deuxième génération d'historiens qui nous ont dit non, écoutez, c'est des institutions qui essaient de se distinguer les unes des autres et qui vont mettre en place un système qui est imparfait dans lequel les acteurs continuent à avoir des marges de manœuvre et donc il y a des micro-résistances qui se mettent en place un peu partout.
il y a une troisième génération qui nous dit c'est plus compliqué que ça. C'est pas la troisième, c'est la quatrième génération en fait. Il y a une troisième qui s'occupe pas de ce problème. Et il y a une quatrième génération qui nous dit c'est plus compliqué que ça. Okay. Effectivement, ça marche un peu comme a dit la deuxième génération, c'est-à-dire que il y a des institutions qui mettent des embardées, etc. Mais cette deuxième génération n'a pas réfléchi à l'attractivité que peut avoir le nazisme. Pour nous, encore une fois, des nazis, c'est des gens vilains avec une moustache et qui tuent des gens. Mais quand tu prends un Allemand qui est pas dépressif, pas communiste, pas juif, pas tous les pas dont tu peux imaginer, et qui vit dans une société, dans une ville normale, être nazi, c'est quêter pour le 30 janvier, c'est rassembler des vieux vêtements et du vieux métal en novembre pour le Winterhilfswerk, c'est-à-dire l'œuvre d'entraide hivernale national-socialiste, une sorte de... il n'aime pas que je dise ça à l'autre, mais une sorte de resto du cœur nazi, tu vois. Okay. Et pour les Allemands de cette époque-là, si tu veux, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la bienveillance, de la solidarité, de la frugalité, mais vers quelque chose qui est de l'ordre du bonheur matériel, qui est en train peut-être de se mettre en place. Il y a une sorte de promesse nazie, pas d'abondance, on n'en est pas là, mais de bien-être, que toute une constellation d'institutions de bienfaisance essaye de mettre en place. En fait, c'est un peu une sorte de vernis social, c'est ce que on en avait parlé la dernière fois, sur lesquels mettent un peu les nazis leur travail. C'est-à-dire que, évidemment, on exclut beaucoup de gens, mais si on est dans ce système, il y a une jolie promesse, comme tu le dis, Christian. En fait, c'est pas un vernis, parce qu'en fait, ce serait retomber dans une interprétation qui dirait, en gros, c'est totalitaire, on y reviendra peut-être, et ils achètent la paix sociale. Or, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux qu'on aille jusqu'au bout, on a déjà eu ces discussions-là, l'institution il n'y a plus qu'un seul syndicat, et ce syndicat, il a par exemple une branche de accession au voyage, loisirs et voyage, qui s'appelle la Force par la joie, Kraft durch Freude. Et cette institution-là, elle envoie des gens en randonnée, elle envoie des gens elle construit des paquebots, c'est les premières vacances, c'est les congés payés. Et on est plus habitué à avoir cette espèce de vision pour le fascisme italien, notamment parce que les Italiens ont très peu, pas beaucoup réfléchi sur le passé désolé, c'est un peu rapide, mais peut-être moins réfléchi que les Allemands sur la gestion de leur propre passé. Donc il y a un peu l'idée de oui, mais Mussolini, il a fait des autoroutes. Et dans le nazisme, on a peut-être perdu un peu cette idée que oui, il y avait de l'adhésion, et que cette adhésion, elle fonctionnait par du caritatif. Alors on a vu dans le chat de la charité, même plus loin, de la philanthropie. C'est-à-dire, on répartit la richesse entre rien. On peut aussi, interroger quelle richesse, parce que dans le chat, quelqu'un disait oui, mais Goethe-Sally, qui est un auteur très connu, dans son livre qui s'appelle Comment Hitler a acheté les Allemands, a dit en gros, Hitler, il a réparti la grosse moula et puis ça s'est bien passé. Et dans le chat, la personne disait oui, mais il y a quelqu'un qui a dit que c'était pas vrai. Cette personne, c'est Adam Tooze, dans Les Salaires de la Destruction, livre de 1000 pages, intéressant, qui dit non, dès 1934, l'économie nazie, elle fonctionne déjà assez mal, notamment pour les biens de consommation de base. Sur le militaire, sur le réarmement, sur les grands travaux, ça marche, mais elle fonctionne mal pour la vie quotidienne. Les nazis ont compris une chose très importante: payer les gens en argent, c'est bien, ils s'en fichent un petit peu. Payer les gens en symboles et en rituels, ça c'est très important. Et ils le font très bien. La fraction d'autoroutes, ils ont complètement raté les autoroutes nazies, si on peut régler ce problème-là maintenant. Déjà, c'était un projet weimarien. Oui, c'était sous Weimar. Tout à fait. Il y avait 42 000 km de prévus, ils en ont fait 4 000. Sauf que le tronçon d'autoroute Francfort-Munich, il a été inauguré 13 fois. Voilà, c'est ça le nazisme, c'est-à-dire de la production de symboles, de la production de rituels. Ce qui fait que pour certains Allemands, pas pour tous, il y a ceux aussi, on y viendra peut-être après, qui résistent, qui sont persécutés, qui subissent tout ça. Comme dit Christian, c'est-à-dire que c'est pas à l'ouest, à l'est, rien de nouveau, etc. C'est une promesse. Et surtout, il faut le dire, un chômage qui était à 6 millions et qui, en l'espace de 2 ans, font jusqu'à 1 million. Donc oui, pour le dire d'une idée très simple, il y a eu une très forte adhésion au projet nazi et au Troisième Reich, y compris en dehors des cercles des 8 millions de militants. Et elle s'est construite par toutes ces actions-là. Beaucoup de symboles, un peu d'argent. Donc voilà, donc c'est vrai que ça,
Aujourd'hui, c'est encore un peu, il faut encore appuyer ce message-là parce qu'il y a encore une vision très tout tenait par la terreur, les pauvres Allemands, aussi, etc., etc. Mais ça, on peut dérouler parce que c'est vrai carrément, que c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est aussi la question de l'adhésion. Elle se fait par le symbole, mais parce qu'il y avait un manque, il fallait ces symboles-là, il fallait. C'est comme ça que les nazis s'est dit. Enfin, tu vois, du coup, c'est pas de la terreur, mais il y a. Est-ce que ça comble un vide ou pas vraiment? Je crois qu'il y a une chose qu'on essaye de dire ici et qui est pour le coup quelque chose qui a l'air un peu anhistorique, mais c'est les sociétés fonctionnent, les sociétés occidentales fonctionnent à l'espérance. Il faut qu'elles puissent se projeter dans l'avenir, etc., etc. Et c'est valable dans les années 30. Et le nazisme est peut-être l'offre de droite nationaliste radicale qui donne à voir un futur vraiment souhaitable. Et c'est une des choses qui va expliquer l'attractivité pour les militants nazis. Ça, c'est valable entre, on va dire, 1930 et 1934. Mais après la prise du pouvoir, eh bien, l'ensemble des politiques nazies qui se mettent en place, elles ont un double effet. D'un côté, les gens râlent parce que effectivement, les nazis mettent en place une politique qui va faire descendre dramatiquement le chômage. Mais cette politique, elle se fait comment? Elle se fait par la baisse nominale des salaires et par des investissements on achète plus de canons que de beurre. Donc, il y a, même si les gens retrouvent de l'emploi, eh ben ils perdent du niveau de vie. Donc, tu vois, les choses, elles sont toujours très intriquées et un peu contradictoires. Les gens sont contents de retrouver un boulot, et puis d'un autre côté, ils trouvent qu'ils sont mal payés et que la seule viande qui est là chez le boucher, c'est du lard. Oui. Tu vois. Et d'un autre côté, ils sont hyper contents aussi de se dire, mais c'est quand même incroyable ce qu'on est en train de faire, toutes ces cérémonies qu'on met en place, dans lesquelles on pense à nos morts d'un côté, mais d'un autre côté, on donne pour les enfants, lesquels sont quand même hyper bien tenus à la Hayot, à la Hitlerjugend, etc., etc. Tu vois, tout ça forme un truc qui nous apparaît à nous singulièrement compliqué, qui est très ambigu, mais qui fait qu'au fond, pour les Allemands, les nazis sont d'abord ceux qui ont vaincu le chômage. C'est une réalité très concrète pour eux, du coup. Oui. Et est-ce que quelqu'un pose la question dans le chat en disant, mais du coup, est-ce qu'on nourrit une société avec des symboles? Il y a un mot que j'aime bien, pour une fois c'est traduit en français, c'est Peter Fritsch. Le titre français est nul, ça s'appelle Vivre et mourir sous le Troisième Reich, mais le titre allemand que j'ai oublié était bien. Et Fritsch parle de la dictature de l'acclamation nationale. Alors là, mes petits amis qui coulolent, la balle, bam, avec vos whiz sur MSN. Bref, en fait, à l'époque, faut bien se remettre dans la structure médiatique. Il n'y a pas Internet. Oui, mes amis. Et il n'y a pas trop la télévision. Et du coup, il y a la presse et il y a un peu le cinéma et les informations au début au cinéma. Pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que quand, peut-être vous avez vu des images à droite à gauche, quand vous voyez les grands films de Leni Riefenstahl, le Triomphe de la volonté, le Triomphe de la foi, les Jeux Olympiques, et que des Allemands de base vont au cinéma et voient les grandes foules dans des stades, 50 000 personnes, 60 000 personnes qui tendent le bras, alors en termes artistiques, on va dire, c'est non seulement une performance, mais c'est une performativité. La communauté du peuple, ce terme essentiel qui traverse la moitié du livre, un tiers du livre, la communauté du peuple, la Volksgemeinschaft, existe parce qu'on la montre. Et donc c'est là l'importance de tous les rituels, de toutes les commémorations, de tous ces moments. Alors, Johan a fait soutenir il y a peu une thèse de Charlotte Soria sur le 1er mai sous le nazisme. Bah oui, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'année, c'est terrible ce que je veux dire, mais l'année nazie, elle est scandée par des rituels et des journées systématique. 30 janvier, la fête de la prise du pouvoir, la commémoration de la prise du pouvoir, l'anniversaire d'Hitler, le 20 avril, fête nationale, le 1er mai, fête du travail national, le congrès du parti à Nuremberg fin août, qui est un moment hyper important, etc., etc. Et tout ça, comme tu dis, oui, ça construit une société du rituel. Alors là, vous voyez, on pousse dans un sens extrêmement fort. Attention, c'est pas qu'il faut pas aller trop loin, c'est qu'il faut pas oublier que pour tous les pas, comme tu as bien dit, pour tous ceux qui ne sont pas ariens, les juifs, les homosexuels, les indésirables, les asociaux, etc., évidemment, tout ça n'existe pas. Et je terminerai en disant que ce qu'ont montré les recherches les plus récentes en Allemagne, c'est que les pratiques de violence construisent une société. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut y revenir après. À l'époque, les lois de Nuremberg de 1935,
les gens soulignent les handicapés. Oui, évidemment, les personnes considérées comme handicapées par les nazis sont aussi victimes de ces politiques-là. Stérilisation, puis euthanasie. Ce qu'ont montré les recherches récentes, c'est que, par exemple, sur les lois de Nuremberg, c'est celles qui instituent la ségrégation sexuelle entre les juifs et les aryens. Texto, c'est écrit, il n'y a pas le droit de coucher ou de se marier entre juifs et aryens. Bon, on lit ça, on dit bon, bah ok. Sauf qu'en fait, tout ça, ça existe dans l'espace public. Des femmes, très souvent, et parfois des hommes qui sont suspectés de coucher avec un juif ou une juive, sont tondus, sont baladés dans les rues dans des charivaris horribles avec marqué « Je suis une truie ». J'ai trahi la nation allemande, je suis alors ce qu'on appelle Rassenschandler, une honte. J'ai mis la honte sur ma propre race. Bon, et juste, on s'interroge 2 minutes là-dessus, c'est les travaux de Michael Wild. Qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça fait dans la rue? Ça trie. D'un côté, ça trie. Si vous n'êtes pas avec les gens qui lèvent le bras et qui sont d'accord avec ça, c'est que vous êtes de l'autre côté. Et il vaut mieux pas être de l'autre côté. Donc en fait, ces technologies, se dirait Foucault, hein, c'est cette manière de créer un pouvoir sur le corps des gens, c'est ça qui crée la communauté du peuple. Mais dans la vie quotidienne, soit vous êtes avec les Aryens, soit ça va être compliqué pour vous. Et tous ces rituels-là, ils trient en termes nazis le bon grain de l'ivraie. En fait, je me pose la question de... Aussi, en fait, c'est qu'on a du mal à comprendre aussi... Enfin, on a du mal à comprendre de cette manière, mais... Tu vois, c'est quand même les lois de Nuremberg aujourd'hui, cette séparation, comme tu dis, du bon grain de livret, ça ne choque personne. Enfin, tu parles quand même d'adhésion, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a quand même de la résistance, des gens qui... Je te réponds juste sur l'aspect ça choque personne à l'époque, et je précise que ce qu'on boit, c'est pas de la bière, hein, c'est du Club Maté, comme d'hab. Bien sûr, évidemment. C'est Made in Berlin, boisson énergisante au maté argentin, je recommande. Juste, je rebondis, mais je pense que c'est Christian qui va te répondre sur le fond. Tu dis personne n'est choqué, mais à l'époque, il se passe quoi aux États-Unis? T'as la ségrégation, les blancs et les noirs ont même pas le droit d'aller. Et en Suède, Irlande, et en Afrique etc. du Sud. Ouais. Enfin, tu vois, à l'époque, c'est les idées qu'il y a des niveaux de hiérarchie raciale, elles sont pas qu'en Allemagne, elles sont peut-être pas exprimées de la même manière ou un peu plus modérées, mais la ségrégation américaine, elle tient sur les lois de Jim Crow et elle tient fort. Hein. Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les choses se craquellent. 45, 55 Rosa Parks. Donc en soi, évidemment que c'est choquant par rapport à certains pays, mais pas du tout pour d'autres. Alors pardon, je t'ai coupé, mais du coup... Non, c'était intéressant, mais aussi il y avait des parallèles. Parce que souvent, et je pense notamment aux gens du secondaire, quand on parle des États totalitaires, on fait souvent les comparaisons entre URSS par exemple et nazisme. Déjà peut-être dans le rapport entre le pouvoir et sa communauté, en tout cas, sa population, il y a déjà un rapport qui est différent dans l'adhésion au projet, on va dire. On fait tous les trois partie des gens qui pensent que le concept de totalitarisme pose un énorme problème et qu'il pose plus de problèmes qu'il en résout. Et quand on compare terme à terme, évidemment, ça marche jamais. Les populations carcérales sont pas les mêmes, les politiques sont pas les mêmes, les pratiques de répression sont pas les mêmes. Enfin, bref, ça matche jamais, en fait, ou presque jamais. Tu vois, peut-être sur la propagande et sur des trucs un peu light comme ça peut matcher le culte de la personnalité, etc. Mais au fond, on est tous les trois en tout cas, très partisans d'essayer d'étudier les phénomènes en soi et pour soi, et pas essayer de dire les vilains nazis sont quand même comme les vilains communistes. Et on tire une grande diagonale entre tout le monde et ça. Voilà, quoi. Donc on essaye d'éviter ça c'est sûr. Attention, Nico allait dire quelque chose. Non mais vas-y. Le livre de François Fillon sur le totalitarisme islamiste. Non mais là c'est un point d'entrée. Les concepts ont une histoire. Le concept de totalitarisme, même s'il est créé par des gens incroyables, Giovanni Amendola 1923, Hannah Arendt 1951, etc. Ensuite, au cœur de la guerre froide, il est utilisé comme une arme idéologique politique pour dire toute personne qui est communiste est fondamentalement un nazi. Alors on pourrait y passer des heures. Comme le dit Christian, en fait les plus grands spécialistes du game, Yann Kershaw, Moshe Lewin, ont plié le dit game en 1997 dans leur livre Stalinism and Nazism en disant c'est très bien de comparer les deux, en fait ça marche pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de différences que de ressemblances. Moi, il y a des choses qui me séduisent, notamment dans les travaux RPZ, le meilleur, le GOAT, Nicolas Vert. Dans les travaux de Nicolas Vert, qui sont un petit poulet, c'est même un gros poulet. Toute la biblio, tout lire Nicolas Vert. Ça c'est vrai. On note le chat. Nicolas Vert, c'est extraordinaire. Nicolas, grand spécialiste de l'Union soviétique. La seule chose que j'apprécie encore dans cette comparaison, c'est
la géo-ingénierie, la manière dont le parti de masse, le NSDAP d'un côté le parti nazi et le PC-US, le PC du RSS, fonctionnent comme des gigantesques machines d'ascension sociale et donc d'adhésion chez les militants. Et quand tu as des partis à 8 millions et à 5 millions pour le PC-US, en fait, tu as une machine où, et ça, il faut le regarder en face, c'est vrai pour l'URSS. L'URSS, c'est 18% de la population au goulag, mais c'est aussi des gens, des fervents croyants dans le projet soviétique. Parce qu'ils y ont un intérêt. Tu rentres tout en bas et tu montes. Okay. Donc ça, à la rigueur, cette comparaison, aujourd'hui, elle va sur d'autres territoires, d'autres thématiques, elle est hyper intéressante. Mais si c'est pour dire, les méchants ressemblent aux méchants, oui, bon, bah voilà, super. Et donc c'est vrai que ça nous fait relire aussi, ça nous fait un peu pondérer, voire / abandonner le concept de totalitarisme. Il y a quelques années, Johan Chapoutot, il avait une headshot, il disait que la recherche sur le totalitarisme, c'était de la moustachométrie. C'est-à-dire de l'histoire quantitative, de la longueur des moustaches. C'était tellement drôle et ça a bien coupé l'herbe sous le pied, ou les moustaches en tout cas, ça les a raccourcis. Exactement. 18% de la population au goulag, c'était en tout cas à l'époque. Non, mais il faut les chiffres. 18%, c'est en total de 29 à 53. Des gens qui sont passés au goulag. Flux stock. Ouais. Donc évidemment, si vous prenez la population soviétique de l'époque soviétique, pas russe, si je dis pas de bêtises, c'est 170 millions de personnes, ça ferait un gros goulag. Mais là, c'est sur la période 29-53. Voilà. Il y a des questions très intéressantes sur quelqu'un qui avait, que je la récupère, sur... Ah, attends, elle était chouette cette question sur Dolonov qui disait, il y a vraiment une ascension sociale ou c'est juste une illusion? Pour le nazisme, ouais. Sur 12 années, c'est une illusion. C'est-à-dire que ces gens finissent par dans les hordes du Troisième Reich, ont de magnifiques uniformes, etc., etc. Puis en 1945, ils sont nus sous le regard de pas Dieu, d'ailleurs, nus sous le regard de la justice de Nuremberg. Ouais. Donc, c'est un non-sens de parler d'ascension sociale. Mais ces gens y ont cru. Ouais, ces gens y ont cru. C'est le symbole, on en parlait justement tout à l'heure. Je pense qu'il faut rentrer un peu dans le détail. Pour les simples Allemands, c'est vrai, mais pour quelqu'un qui commence en bas de la... Tu vois, là, je parle pour l'appareil militant. Vraiment pas le... Tu vois, là, tu as complètement raison. Je veux dire, tu prends vraiment Berlin 45, l'ascension sociale, elle est difficile à voir entre les gravats. Mais en revanche, moi, je pense que pour les jeunes générations qui sont rentrées dans l'appareil militant de la SS, des administrations... Voilà, mais c'est peu de gens. Oui, mais c'est des gens de classe moyenne, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est une ascension sociale qui est. C'est pas les jeunes ouvriers qui finissent tout en haut de l'échelle. C'est des gens de classe sociale, on va dire petite bourgeoisie, qui deviennent général SS à 35 balais. Oui, ça, oui. Mais il faut qu'on parle mais à 40, ils sont morts ou prisonniers. Ça, c'est vrai. Mais à l'époque, si tu veux, il y a une punchline. Pour critiquer cette ascension des apparatchiks, on dirait côté URSS, il y a Goldfasan, les faisans dorés. C'est-à-dire tous les apparatchiks du parti nazi qui ont des gros uniformes avec plein de médailles et qui captent tout l'argent, puisque le parti et le régime nazi étaient extrêmement corrompus. Donc voilà, moi c'est plutôt pour ça, c'est très minoritaire, mais ça crée de l'adhésion au sein même du parti. C'est juste, il y a des gens qui montent un peu. En revanche, évidemment, pas pour l'ensemble de la société, ça c'est clair. Non, mais du coup, c'est intéressant cette notion d'adhésion, parce que souvent, quand même, les gens me posent la question sur et vous le savez, vous posez souvent la question, est-ce que les gens ont été contraints, est-ce qu'ils ont adhéré? Donc déjà, on commence à toucher du doigt justement cette réponse sur l'adhésion de cette société allemande. Mais est-ce qu'on a quand même des points de résistance, des points de friction qui arrivent Il faut regarder tout ça, il faut essayer d'en avoir une vision la plus continuiste possible. Je vais essayer de répondre en 3 points. Premier point, imaginons, on est dans une fête du 1er mai et il y a 2 dames patronesses qui sont en train de quêter dans un immeuble. Et toi, tu es un militant socialiste. Et t'as le seum. Ça fait, on est en 1940 et ça fait 7 ans que tu te tapes tous ces fachos, tous ces nazillons, etc. Et t'es très mauvaise humeur. Et déjà en 37 et en 38, quand les dames patronesses, elles sont venues dans ton immeuble, t'as dit que t'avais pas une thune et que tu voulais pas donner. Et là, on est en 39 et puis tu essaies de refaire la même chose et puis là, il y a un pied qui s'est introduit dans ta porte. Et le pied, c'est le pied de la dame. Elle est motivée, la dame. Et elle te dit, mais dites-moi, c'est la 3e fois qu'on vient. C'est la 3e fois que vous donnez pas pour l'œuvre d'entraide hivernale. Est-ce que vous auriez un problème avec tout ça? Et là, tu réponds, mais bien sûr que non, excusez-moi, c'est juste que j'ai pas d'argent, etc., etc. Seulement, il y a déjà quelque chose qui s'est passé.
Puis, 15 jours plus tard, ton Hausmeister, ton concierge, qui est aussi le Blockleiter, c'est-à-dire le chef du parti nazi pour le truc, eh ben, il est déjà beaucoup moins sympa avec toi. Et puis, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu la même chose avec ton contremaître. Et ben, il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre du fait que c'est une société de la bienveillance, certes. Hein, on quête, on donne de l'argent, on est sympa avec les pauvres, etc., etc. Mais c'est aussi une société de la surveillance. Et si t'es pas assez impliqué si tu satisfais pas aux gestes de cette société-là, eh bien tu peux commencer à être surveillé. Puis tu es surveillé. Trois ans plus tard, on est en 1943. Eh ben les gens se rappellent que t'as fait ça, et donc tu commences à avoir la visite d'un fonctionnaire de la Gestapo, etc., etc., etc. Ça c'est le premier truc. Tu vois, c'est entre la bienveillance et la terreur, il y a une continuité. Deuxième chose, sur ces questions de contrôle de la société, il y a un moment, tu peux te dire que les ouvriers ont peut-être été un peu imperméables à la question du national-socialisme. Oui, mais quand tu regardes ce que fait Christopher Browning sur le 101e bataillon, tu sais, c'est ces gens qui ont été envoyés en Pologne orientale, en Pologne du Sud-Est, et qui un jour ont été mis en situation de tuer un millier de juifs. Tu regardes leur profil, ils sont de Hambourg. La plupart du temps, ils sont anciens ouvriers, 50 balais, tu vois, c'est des gens à peu près de mon âge. Ils peuvent pas survivre au front, tu peux pas les envoyer parce qu'ils courent pas assez vite, ils ont un gros ventre, etc., etc. Et donc, tu leur fais faire des tâches de police. Et ces gens sont des gens qui ont été plutôt socialisés à gauche. Ils sont incapables de résister à la pulsion génocidaire. Incapables. Ils vont le faire, tu vois. Et tu peux ici essayer d'analyser les choses en termes à la fois, tu vois, on revient à ces questions idéologie, conformité, etc., etc. Mais là aussi, il y a un continuum, tu vois. Bien sûr que c'est difficile de dire non à ce moment-là, mais d'un autre côté, quand ton commandant t'a dit, écoutez, on va effectivement tuer ces juifs, mais n'oubliez pas ce qu'ils sont en train de nous faire par les bombardements aériens. Ah ouais, tous les pilotes de l'ARF sont juifs. Tu vois, ça montre bien, tu vois, l'espèce de colonisation des esprits par le déterminisme racial. Donc, tu vois, toutes ces questions-là, on a tendance à les voir avec des catégories qui sont statiques, il faut voir des catégories qui sont dynamiques et avec quelque chose qui est de l'ordre du nuancier plutôt que des couleurs. Vas-y, Nicolas. Et si on en vient à la question de la résistance, il y a un chapitre là-dessus. Hein. Alors, faut qu'on souligne une chose, c'est que nous, dans l'équipe, avec Yohan, il n'y a pas de vrai spécialiste de la résistance. Donc, s'il n'y avait pas eu de relecture attentive, des gens qui en sont vraiment spécialistes, notamment ma collègue Hélène Camarade, le chapitre aurait été beaucoup moins bon. Ce que vient de RPZ Berlin, ce que vient de dire Christian s'applique aussi pour la résistance. Côté français, la résistance, ça a été beaucoup travaillé par des chercheurs et des historiennes hyper forts. Le mythe résistentialiste, tout le monde résistant à 100%, qui fait sauter des trains tous les jours. Tous les matins, je fais sauter un train, Jean Roulin comme Jean Moulin. J'espère que vous avez la ref. Non, c'est pas de moi, c'est pas de moi. C'est quoi ce truc? Il se dédouane, et pourtant... Non, ils ont pas... Oh là là, le niveau baisse. DJ Weeding, pas du tout. Valentin Ledu, bon bref, allez, on arrête. Et... donc, pardon, du coup, je me suis évidemment perdu sur le mythe du résistentialisme. Donc, on a vraiment cette idée qu'un résistant, c'est Jean Moulin, c'est des gens héroïques qui font péter des trains. Dans le cas français, c'est pas notre sujet ce soir. C'est bon, il y en a qui l'ont. Joker City 93, RPZ, merci. Dans le cas français, vous pouvez lire Pierre Laborie, l'opinion française sous Vichy. Il y a c'est pas ça la réalité. C'est 1% de résistants, 1% de collabos et 98% de gens au milieu qui savent pas quoi faire. Dans le cas allemand, on a très peu de représentation de la résistance. Si je vous dis résistance allemande, en fait, voilà, je vous laisse réfléchir. Je me lance blind test de boomer. Vas-y, chat. Donne-moi des noms de résistants allemands. Ils vont t'en donner un, je pense qu'ils l'ont, mais parce que j'ai quelques nerfs. La Rose Blanche, Sophie Scholl, nickel. Sophie Scholl. Tom Cruise. Le gars est même pas fichu de descendre d'un stade à... Schindler, ouais, ok. Schindler, déjà, c'est compliqué. Rose Blanche. Non, en fait, je pensais pas. Merci les. C'est marrant, c'est la Rose Blanche qui sort. Merci les. Mais on en avait parlé de temps en temps. Georg Elser. Bien, c'est bien ça. Les Edelweiss. Tu vois, il y a des gens. Ouais, c'est marrant. Non, mais c'est marrant, tu vois que. Ce que j'aime bien, voilà. Wikipédia à côté aussi. En fait, ils disent Tom Cruise parce que. Non, von Manstein, non. Alors vraiment pas.
Bon, en vrai, non. pour l'anecdote, j'étais à Berlin pour le tournage de Stauffenberg, le film avec Tom Cruise où il y a ce résistant. C'est l'opération Valkyrie, c'est ça? Ouais, et en fait, ouais, j'étais dans la rue où il y a tout le reste des bâtiments nazis, Wilhelmstrasse, et en fait, j'étais avec mon club maté, j'étais. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont de retour. Pourquoi c'est fumé? C'était horrible. Bref. Donc, je reviens à la résistance, j'arrête de me perdre. Vous voyez que là, dans le chat, en fait, vous m'avez cité. C'est les germanistes qui connaissent. Non, c'est bon, ça. En gros, on a 3 résistants qu'on connaît un peu. Stauffenberg, l'attentat du 20 juillet 1944, où ce membre de l'armée haut gradé fait péter une bombe près d'Hitler et qui manque de le tuer. On a la Rose Blanche, ces jeunes étudiants bavarois catholiques qui distribuent des tracts et qui finissent exécutés. Et puis, parfois, on a Georg Elser, ce loup solitaire, qui fait qui essaye de faire éclater une bombe le 8-9 novembre 1939 et qui rate à 11 minutes près parce que, en gros, Hitler est parti plus tôt parce qu'il y avait du brouillard. Bon. Mais en réalité, la résistance, c'est pas ça, c'est pas que ça. C'est Hans Fallada, seul dans Berlin, où ils envoient des cartes postales. C'est ce jeune communiste qui retape des messages pour alerter les gens pour pas aller sur le front. C'est ces jeunes femmes très nombreuses, qui ont caché des juifs au péril de leur vie, des justes. Pourquoi souvent des femmes? Parce qu'il y a ce côté care intégré dans l'époque. Donc en fait, on a un camailleux de résistance qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui. C'est un champ extrêmement dynamique. Hélène Camarade, dont je parlais, va publier sous peu un livre sur les femmes résistantes à Hitler. On a aussi les livres classiques de Gilbert Merliot, etc. Donc là encore, il faut sortir des catégories monolithiques. Toute erreur, toute résistance. Alors le problème, c'est que comme il y avait quand même une répression extrêmement forte, tout devient acte de résistance, puisque effectivement les limites, les frontières se décalent. Et on a le dernier exemple, par exemple, de la Rosenstrasse, ces femmes qui vont récupérer leur mari juif, mi-juif, mi-allemand dans la tête des nazis, et où elles vont réussir à les sortir du commissariat de la Rosenstrasse de Berlin sans répression. Et évidemment, on a aussi l'océan. Une manif, quoi. Bah ouais, c'est fou. On a l'océan des résistances dans les camps et les ghettos. L'insurrection du ghetto de Varsovie, l'insurrection à Sobibor. Donc vous voyez que quand on sort de juste résistance au nazisme égale nada, en fait, on a un univers où les frontières s'effacent progressivement parce que voilà, il y a des actes qui n'auraient pas été considérés comme de la résistance, mais qui, du fait de la répression nazie, en deviennent. En fait, c'est ça, c'est aussi comprendre que le scope pour nous est franco-français et qu'il faut réussir à se décentrer un petit peu pour essayer de mieux le saisir et le capter dans les endroits où nous, on le remarquerait pas tout à fait. Christian. Et il faut aussi, moi je suis pas du tout un spécialiste de la résistance, mais il faut aussi bien ouvrir le nuancier et bien montrer, tu vois, que à la fois il y a des gens qui sont des héros extraordinaires, etc., etc. Et dans le même temps, l'un des conjurés principaux du 20 juillet 1944 s'appelle Henning von Tresckow, et que cet homme est un immense criminel de guerre. Et donc, tu peux être à la fois vouloir la mort la mort d'Hitler et vouloir la fin du nazisme et n'avoir aucun problème à avoir tué des milliers de juifs. Parce qu'effectivement, ce qu'on défend un peu dans le livre, on pose pas la question souvent des motivations de ces résistants. Stauffenberg, les conjurés de 44, ils voulaient plus d'Hitler parce qu'il les menait à la défaite. Est-ce qu'ils voulaient une démocratie? La réponse est compliquée quand même. C'est pas donc voilà, chose, il y a tout ça en même temps. Ouais, c'est ça. C'est forcément, comme c'est Hitler, une sorte de image du mal par-dessus tout. Ce qu'il fallait le tuer, ça allait. Enfin, on savait pas ce qu'il allait advenir derrière, quoi, tu vois. Les mêmes questions se sont posées après, pour nous, plus proches, pour Wagner, par exemple. Qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que Wagner aurait été plus calme que Poutine? Enfin, tu vois, plein de questions à chaque fois de qu'est-ce qui advient après. Une autre question de Max Rouls qui l'a reposé. Que sont devenus tous ces militants communistes sous le nazisme? On a dit des proportions de ce qu'ils sont devenus, résistants, ou est-ce qu'ils sont restés en des camps? Alors, là, effectivement, on leur a pas fait honneur parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici. La réponse est très simple. Le Parti communiste, le KPD, et ses militants, le Parti social-démocrate, le SPD, à l'époque on dit un peu socialiste, un peu plus modéré, sont en fait les premiers à se prendre la répression sur la tête. Déjà, même avant la prise du pouvoir, ils sont intimidés et menacés par les militants d'extrême droite. Et en fait, c'est les premiers à être envoyés en camp de concentration. Les premiers camps se créent dès 1933, à Dachau, etc. Ils sont complètement décapités. Et en fait, le dilemme que ont ces gens-là est très simple. L'exil, le suicide ou la prison. Ce qui n'est pas très glorieux. Alors, pour vous répondre tout bêtement, parce que c'est des histoires intéressantes qui ne sont pas très connues, les communistes, ils savent quoi faire. Ils se tirent à Moscou.
Ils ont déjà l'habitude de l'illégalité. Ils s'en vont à Moscou. Moi, je connais, ça parlait dans le chat tout à l'heure de citer les 1674 députés de la République de Weimar. On va pas faire ça, mais il y en a un qui s'appelle Fritz Kamann. Fritz Kamann, 33, il sait où il va. Il va chez Staline, il est déporté en Sibérie. Voilà, c'est aussi ça les destins de ces gens-là. Les socialistes, eux, les sociodémocrates, ils partent à Prague. Ils fondent le Parti socialiste en exil, la SOPAD. Certains, comme Willy Brandt, vont dans les pays scandinaves. Et oui, déjà à l'époque. Et tout ce petit monde essaye de faire de la propagande, des tracts, de l'influence, mais ils sont les premiers frappés. Et donc, pour vous donner une idée, en 1er juillet 1933, il y a 27 000 opposants politiques en camp de concentration. Donc, même si les appareils étaient très puissants, dans la fin de la question, il y avait est-ce qu'il y en a ensuite qui sont devenus nazis ? Par la force des choses, quand vous avez 8 millions de personnes qui ont leur carte au parti, oui. Mais le monde ouvrier, ça c'est Yann Kershaw, L'opinion publique en Bavière, CNRS édition. Le monde ouvrier est un des mondes qui résiste le plus, sous tout le camailleux qu'on a décrit auparavant, au nazisme. Et les catholiques. Et les catholiques, c'est ouais. les deux. C'est les catholiques et les ouvriers qui résistent. Qui ont un peu la tête dure pendant et la nucrède. Et la nucrède aussi. Mais du coup, on essaie de... Parce qu'en fait, tu vois, c'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est, tu vois, de réussir à prendre cette... Tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, justement, Christian, cette histoire un peu dans le long terme de continuité aussi, pour comprendre comment est-ce que finalement, tu vois, dans cette autorité douce, il y a une forme de pression quand même qui arrive pour l'allemand moyen, celui qui fait partie de la Volksgemeinschaft. Parce qu'évidemment, il y a la question juive aussi, dont on n'a pas encore vraiment parlé. Mais en tout cas, pour celui qui, parmi tous les... Une fois qu'il a passé tous les filtres de pas handicapé, pas homosexuel, pas communiste, pas socialiste, celui qui se trouve dedans... Pas déprimé. Aussi, tu vois. C'est vrai que la vie est... Il y a une sorte de... Je sais pas, les gens disaient ça, il y a une sorte de film un peu malsain où tu sens que tu te sens observé, regardé. Tu sais, ces films un peu dystopiques où tu te dis, oula, qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. Oui, mais c'est clair qu'il y a une société de la surveillance, comme surveillance des masses, hein, tu vois. Et donc, effectivement... Mais est-ce que c'est pas une bonne définition de la terreur, ça, que de dire que la terreur, au fond, c'est pas l'objectivité de la peur, mais la peur subjectivée et la croyance dans le fait que tout ça est en train de tout envahir et qu'il faut se tenir à carreau. Pourquoi est-ce que entre 1933 et 1939, il y a uniquement, on est sur une nation de 80 millions de personnes, il n'y a que 7 000 morts dans la répression nazie? Tout simplement parce que le système concentrationnaire dont on nous a dit tant de mal, etc., et qui est vu déjà à l'époque comme un truc exceptionnel, etc., il a vocation à faire ressortir les gens. Pourquoi? Parce que tout simplement, son but au départ, c'est un but de rééducation. Or, les gens qui sont dedans sont tous des délinquants raciaux, donc tous les autres sont susceptibles d'être rééduqués. Et puis deuxième chose, aux gens qui sortent, on leur dit attention, tu racontes rien. Hein. Et évidemment, qu'est-ce qu'on espère, c'est qu'ils racontent tout, parce que c'est comme ça qu'on communique et qu'on diffuse la terreur. Bien sûr. Hein. Oui, ça c'est clair que aussi, on se rend pas compte, mais ces militants politiques, ils arrivent pas à Dachau, ils y restent. Ils y rentrent 12 fois. Ils sont libérés, réincarcérés, libérés, réincarcérés. Et certains font ça jusqu'en 1944, et dans le sillage de Stauffenberg, là Hitler prend une décision qui s'appelle Opération Gewitter, Opération Orage, et là il flingue tous les communistes et les socialistes qui restaient encore en camp. Donc voilà, 44, 11 ans plus tard. Et pendant 11 ans, ces gens-là, s'ils n'ont pas choisi l'exil, c'est ce qu'on appelle un choix sous contrainte, ils vivent cette vie d'intimidation qui, comme dit Christian, irrigue le corps social. Donc encore une fois, on n'est pas en train de dire que tout était merveilleux. Il y a une répression, il y a un état répressif considérable. Tous les droits légaux sont supprimés. On peut vous mettre au mitard sans aucune protection de votre part, enfin pour vous. Mais voilà, c'est essayer de mettre un peu de complexité dans tout ça. Quelqu'un dans le chat qui dit tout ça, c'est théorisé ou ce sont des analyses d'historiens? Ce sont les deux, du coup. Non, mais c'est théorisé en tout cas à l'époque. Est-ce que c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est marqué noir sur blanc, ou est-ce que c'est aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on arrive à l'analyser comme ça? Ou est-ce que déjà dans les administrations peut-être de l'époque, on a peut-être des offices Il y a des régimes de justification qui sont là et qui théorisent la chose, mais il y aura toujours une différence entre des catégories émiques et des catégories éthiques. Les catégories éthiques, c'est celle des analystes extérieurs aux choses, et puis il y a la théorie intérieure. Et donc, les historiens aussi font de la théorie, hein. Vous savez, ça existe aussi. On se sert de travaux de sociologues, d'anthropologues, de juristes, etc., etc. Et donc,
j'aurais pas catégorisé ça comme ça. Dans tous les cas, il y a à l'époque tout un travail de justification et légitimation à la fois politique et juridique pour dire on a le droit de faire ce qu'on veut, et il y a une pratique administrative qui nous permet d'enfermer des gens dans les camps de concentration et de leur dire mon coco, tu sortiras quand nous le déciderons. Et si tu as fait telle chose et telle chose, ça s'appelle le Schutzhaft, qui est un internement de protection et qui est un arbitraire administratif comme les États modernes en ont beaucoup inventé, mais qui fait rentrer dans des camps où quand même on prend de sacrées tartes. Ouais. J'aimerais aussi, alors du coup on parle vraiment de l'histoire individuelle, mais on a rapidement parlé quand même de l'administration nazie aussi qui se met en place, pour que les gens comprennent bien comment est-ce que ça se déroule, tout ça, parce que je trouve ça quand même assez intéressant de comprendre comment est-ce que l'État se détériore, parce que on parle des barons du régime en fait qui vont chacun un peu essayer de récupérer une petite partie de pouvoir dans cette compétition qui existe entre eux. C'est ça, entre les barons du régime nazi. Ouais, alors il y a un historien qui était prof à Madison, Wisconsin, qui s'appelle Robert Cole, qui a écrit 2 livres à 27 ans d'écart, etc., mais qui était un des types les plus malins sur le national-socialisme. C'est le directeur de thèse de Christopher Browning. Et il pensait que, pour bien comprendre le nazisme, il fallait faire l'histoire médiévale et regarder ça comme des fiefs et de la féodalité. Okay. Alors, on n'est plus tout à fait d'accord avec ça, mais n'empêche qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans tout ça, de voir effectivement des barons, des domaines réservés, etc., et puis des empires en dilatation, l'empire SS, etc., etc. Enfin, il y a plein de gens qui ont pensé des trucs comme ça, et ça marche assez bien. C'est cette deuxième génération d'historiens du nazisme qu'on appelle les fonctionnalistes, et qui essaient de montrer que cette question de la création un peu métastatique d'institutions d'un côté et de l'autre, la surenchère de radicalisation, et a été la logique principale d'évolution des politiques nazies. Et ça marche pas mal. Comment elle se crée cette radicalisation? Parce que il y a un choix à chaque fois, le choix du pire, le choix du plus efficace, le choix parce que des fois on a l'impression, je vous le dis dans le livre, que en fait on a l'impression que cette administration elle fonctionne bien, que la multiplication des administrations crée une forme d'ordre apparent, mais en réalité des fois on sait pas vraiment qui est responsable de quoi. Non mais pardon. Je pense à une collègue, Manon Crelot, qui est en train aujourd'hui de finir sa thèse sur l'école sous le nazisme, l'institution scolaire. Génial. Et elle va faire un travail magnifique. Enfin, elle est en train de le terminer. Donc on attendra la sortie du livre. Et en fait, elle travaille sur l'éducation nationale nazie, qui était dirigée par un type qui s'appelle Bernard Rust, R-U-S-T. Et moi, comme à la base, quand j'ai demandé en 2003 à quelqu'un de m'aider sur mon Master 1, c'était Christian, et je travaillais sur Goebbels. Sache qu'on a relu le premier mail. Juste avant le live, on a retrouvé le mail archivé. Bonjour, monsieur Ingra. Non. Bonjour, monsieur Ingra. T'inquiète, on était ensemble, pareil, quand j'envoyais l'invité sur le premier live histoire, c'était comme ça. Pour ceux qui ont les références de Wayne's World, film des années 90, je mérite pas, je suis à chier. Bon, bref. Et je bossais sur Goebbels, et les personnes qui se détestaient le plus au monde, entre autres, entre Goebbels, Göring, Goebbels, Ribbentrop, c'est Goebbels et Rust. Et donc avec Manon, on s'envoie des textos quand on trouve des archives, quand Rust envoie une 24 pages pour dire Goebbels je le hais, etc. Ça, c'est vraiment quand on est dans des archives, des fois, enfin vraiment c'est une donnée, quand on trouve 24 pages, je sais plus où est-ce que c'était, je crois que c'était à Varsovie, d'insultes d'un général de la SS envers le dirigeant SS local pour dire vous m'avez pas invité à la fête d'office de SS, je vais vous faire c'est une mafia, ça a été dit dans le chat, tout à fait. Dans le chat, un État c'est une mafia qui a réussi, c'est une néo-féodalité avec ses barons, ses baronnies, ses conflits. Et puis ça a été suggéré dans le chat, mais parce que je pense que les gens lisent aussi Johan, aujourd'hui on est en train d'évoluer vers aussi l'idée que on empile les analyses, et les dernières en date, c'est cette idée que c'est un État par agence. Les nazis détruisent l'État bureaucratique traditionnel prussien-allemand. C'était pas une rigolade à l'époque, c'est le meilleur, c'est l'État le plus moderne du monde, bureaucratiquement le plus efficace. C'est les premières lois sociales de Bismarck, les assurances chômage. Ça veut dire quelque chose quand même. Les types débarquent et ils se beulent le truc en créant des Sonderbeauftragte, des commissaires spéciaux à la sbullification de l'école, commissaire spécial baron local à le chaos de la propagande. Donc, pour ce qui est de la propagande, je vous donne un exemple plus précis pour rentrer dans des choses plus fondées. Goebbels, il prend la tête du ministère de la propagande et de l'éducation du peuple en 1933.
mai 33. Il y a 1000 fonctionnaires, à la fin il y en a 3000. Personne n'est d'accord jusqu'à 45 sur qui gère la presse étrangère. Il déteste Otto Dietrich qui gère la presse étrangère. Il peut pas blairer Ribbentrop qui gère le ministère des Affaires étrangères. Enfin bon, voilà. Ce truc par agence, c'est en fait une sorte de cancérologie du système politique nazi où les métastases se multiplient. Ce qui, alors là, c'est les chapitres de Christian qui sont incroyables. Chapitre 7, meilleur chapitre. Si c'est vrai. Où en fait on voit la conquête de l'État, on va dire un peu rigide, allemand traditionnel, par cette espèce de pullulement incompréhensible, y compris pour certains à l'époque. Alors je termine en disant que un des grands qui a donné une analyse, là c'est la cartographie, quelle est la dynamique de tout ça, c'est Jan Kershaw, en donnant ce concept de « working toward the Führer », travailler en direction du Führer. C'est-à-dire que Hitler ne bosse pas, c'est pas quelqu'un du papier, donc il donne des ordres à tout va, mais qui ont force de loi, et ensuite tous ces barons essayent... Non, je lis pas le chat. Il est en train de parler, ne le déconcentrez pas, je vous en conjure. Et donc voilà, et donc ces barons interprètent le verbe hitlérien, et la théorie de Kershaw, c'est de dire qu'il l'interprète toujours vers le plus violent, vers le plus radical. C'est la radicalisation cumulative de ce travail en direction du Führer. Je termine. Moi, ma conviction, c'est qu'il a raison, à 80%, à la louche, mais que dans 20% des cas, ces conflits permanents, ce darwinisme organisationnel, dit Johan. Hitler, il fait exprès, il fait un darwinisme en disant « battez-vous ». Donc voilà, citation de Brigitte, là on part très très loin. Et donc voilà, et en fait, 20 ou 30% du temps, ça donne pas une radicalisation cumulative, ça donne un blocage, une impasse. Et donc c'est vrai que là, c'est une histoire qui reste encore à écrire. Cette polycratie nazie et ces conflits permanents, ils donnent aussi des trucs abracadabrantesques, j'ai réussi à le dire, où les différentes attributions rentrent en conflit, c'est une catastrophe. Par exemple, en Bavière, on est en mars 1945, la neige est molle, tout va s'écrouler, etc., etc. Et le Gauleiter est encore en train d'envoyer des lettres se plaignant qu'il a perdu le monopole de la course des chevaux, tu vois, au secours. Ah oui, on a tu vois. Et ça, c'est vraiment... Il me semble que tu donnes un autre exemple dans le bouquin aussi, c'est au moment de l'Anschluss, on ne sait pas qui doit s'occuper de la question juive en Autriche, par exemple. Ils sont en mode, attendez, mais qui doit gérer, c'est moi, c'est toi. Tu vois, il y a plein d'exemples comme ça où en fait on sait pas trop qui est vraiment responsable et eux-mêmes ne le savent pas vraiment. Oui, eux-mêmes ne le savent pas vraiment, et il y a des luttes d'influence qui sont extrêmement fortes, et en 38, si tu veux, c'est quand même un des moments où la SS et notamment ses organes de sécurité, Gestapo, SD, savent déjà que c'est maintenant qu'il faut intervenir s'ils veulent prendre le lead, comme on dit dans les administrations, enfin dans les startups, la startup nation, quoi. Il y a après c'est Johan qui avait écrit un ouvrage aussi là-dessus sur après tout cette logique un peu du en fait qui remonte à très loin aussi, cette autonomisation le départ des officiers avec la révolution de l'armée prussienne après les déconvenues contre l'armée de Napoléon. On va donner l'autonomie aux officiers beaucoup plus qu'avant, alors qu'avant on était sur une logique très rigide de l'armée. Pour le coup, il fallait tout faire remonter, mais là on sent que, on va dire, cette idée-là plus cette idée du darwinisme organisationnel donne une radicalité au départ dans l'administration, mais aussi du coup si on va un peu plus loin dans la question génocidaire qui va s'en suivre. Et justement, on n'en a pas encore trop parlé, la question des Juifs aussi dans cette Allemagne du Troisième Reich. On le disait, les gens disent souvent, et c'est une question que je reprends du chat, ils sont pas choqués à l'époque de ce qui se passe pour les Juifs. On s'inquiète pas pour son voisin juif. Vous l'avez un petit peu expliqué qu'il y a plein d'autres régimes dans le monde à cette époque-là où il y a une forme de ségrégation. Malgré tout, il n'y a pas une forme de sidération à un moment donné, l'écartement au fur et à mesure de cette communauté juive. Comment est-ce que elle est ressentie en tout cas à l'époque? Ok, je réponds en 23 heures. Ouais, tout le monde est chaud. Je suis obligé de te poser des questions. Non, mais c'est très important parce que effectivement, c'est au centre. Et si on parle pas de tous les groupes qui ont été victimes de cette répression, et les Juifs en premier lieu, on oublie une grosse partie du puzzle. Et la réponse, elle commence quand même en disant ça donne l'impression qu'en 1933, c'est une rupture manifeste, majeure. Ça marche pas. Ça voudrait dire que les Juifs sous Weimar, qui représentent, alors toujours les chiffres, les Juifs sous Weimar, tels que comptés par les nazis. Donc attention, qu'est-ce que ça veut dire? Religion, race. En tout cas, les recensements montrent qu'il y a 550 000 personnes considérées comme juives en 1933 en Allemagne. Sur 80 millions de personnes, ça fait moins d'1%. Donc c'est une minorité quand même petite.
ils ont déjà vécu, en fait, des choses terribles, déjà sous le Reich de Guillaume II, avant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un recensement des Juifs au front parce que c'était répandu des idées antisémites comme quoi c'était des planqués, des embusqués qui ne participaient pas à l'effort de guerre. Et sous Weimar, on a 123 profanations de cimetières juifs. On a déjà des appels par l'extrême droite à... Alors, c'est pas des boycotts au sens propre, c'est acheter allemand. Mais les gens savent très bien ce que ça veut dire. Oui, okay. On a déjà aussi des pogroms sur le Kurfürstendamm, les Champs-Élysées de Berlin, où les magasins juifs sont détruits. Donc tout ça, vous voyez, il n'y a pas tout d'un coup le nazisme qui arrive. Voilà. Et l'année 33, alors ça peut nous choquer, directement les nazis, tout comme ils ont réprimé les opposants politiques, vont taper sur les juifs. Et notamment par ce grand boycott organisé par Goebbels en début avril 1933. Il y a aussi les autodafés de livres juifs. Ben, étonnamment, alors dans la population juive, limite, évidemment les gens sont horrifiés. Vous avez le journal intime de évidemment Victor Klemperer qui voit tout ça et dès cette époque-là il dit on va mourir, mais en même temps il y a déjà cette continuité avec les actions antisémites d'avant et surtout que faire bah, la réalité c'est qu'en fait à l'époque c'est l'exil et donc si on prend 1938-39 juste après la nuit de cristal, bah, il y a la moitié de ces juifs allemands qui sont partis, il reste 230 000 juifs à cette époque-là. Et donc, voilà, la question, c'est qu'on demande à des agents sociaux du passé d'avoir des réactions dont ils n'étaient pas capables, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, parce qu'ils n'avaient pas de soutien, parce qu'ils n'avaient pas d'endroit où aller. Et donc, ils vont subir. Et là... Excuse-moi, là, j'aimerais quand même aussi rappeler que pour les gens qui ont eu la force d'essayer de partir, en 1938, tout le monde les refuse. Personne ne veut de réfugiés, de migrants, etc. Tu vois, et il y a des bateaux qui traversent l'Atlantique, qui se retrouvent dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, et qui sont obligés de refaire, de repartir. Conférence que personne connaît, la conférence d'Évian, juillet 38. C'est la conférence sur les réfugiés. Ils veulent pas dire juifs. Pourquoi juillet 38 ? Parce que l'Autriche a été annexée par le Reich nazi. Et du coup, non seulement il y a les juifs allemands qui se baladent partout en Europe, mais maintenant il y a les juifs autrichiens qui se baladent partout en Europe. Donc Roosevelt, président des États-Unis à l'époque, dit il faut faire cette conférence début juillet 38 en France pour accueillir les réfugiés. Pas un titre de presse n'emploie le mot juif. Hein. Tous les pays se réunissent, France, tous les pays d'Amérique du Sud, Cuba, etc. Et ils disent on va accueillir les juifs. Réponse de tous les pays présents, non. Voilà. Et Hitler regarde, il dit oh c'est marrant ça, c'est bien, j'aime bien cette vibe en fait. Et ça va être un signal terrible qui amène aussi à la nuit de cristal. Et là en fait, tu vois, pour finir de répondre, la nuit de cristal, les nuits de cristal, les pogroms de novembre, ce grand moment 8-9 novembre 1938 où vous avez la moitié des synagogues d'Allemagne et d'Autriche qui brûlent. Alors si vous voulez, vous savez, c'est parce qu'il y a un ambassadeur nazi qui est tué en France par un juif qui s'appelle Herschel Grishpan. Donc les nazis en profitent pour déclencher une politique de répression d'État. Ben là, il y a certains juifs qui, même encore en 38, disent ah bon, ça y est, c'est fini. Jusqu'en 38, ils conservaient quand même la fidélité à l'Allemagne, et notamment les juifs de Francfort, qui était la deuxième plus grosse communauté après Berlin. Ils sont déportés en bus dans les camps. Il y a plus de 30 000 incarcérations de juifs. En fait, la nuit de cristal, c'est le grand moment où les juifs sont incarcérés. Plus de 30 000. Et là, il y a des témoignages qui sont très intéressants, malheureusement pas en français, et où ils disent ça y est, en fait, mes parents m'avaient dit, mais ça y est, j'ai plus confiance en l'Allemagne. Donc on voit que là encore, alors qu'il y avait eu les lois de Nuremberg, alors qu'il y avait eu les boycotts, les autodafés d'auteurs juifs, il y avait un certain nombre de juifs allemands qui y croyaient encore un peu. Donc tout ça, voilà. Terrible. Oui, parce que c'est aussi ce que eux vivent à ce moment-là. Ces gens sont allemands jusqu'au bout des ongles. Vraiment, c'est Moses Mendelssohn, etc. Tu vois, les communautés juives sont les plus intégrées qu'on puisse penser. La plupart d'entre eux ont perdu la foi, sont convertis au catholicisme, etc. Ça met des années à t'arracher une patrie. Non, mais c'est important en fait, parce que les gens ont du mal à comprendre, évidemment. Aujourd'hui, les questions d'antisémitisme, on en parle beaucoup. Et c'est vrai que c'est bien que tu le rappelles aussi, que c'était quelque chose qui existait avant déjà que les nazis arrivent en Allemagne, mais c'est quelque chose qui existe aussi en Europe avant. Dans un live qu'on avait fait tous les deux, Christian, en France, on a l'affaire Dreyfus, on a aussi... je me souviens de cette phrase que tu m'avais dit, c'était tu discutes avec un Allemand en 1920 et vous lui dites, vous savez que dans 15 ans, il va y avoir un génocide qui va être perpétré en Europe par une
par une nation et ils disent mais les Français sont capables de tout. Exactement, les Français, les Russes. Ou les Ukrainiens. Oui, exactement. Et alors la phrase, elle est de Mossé, George Lachman Mossé, tu vois, grand historien du truc, il l'a placée plutôt au début du siècle. Mais elle est exactement valable, c'est tout ça. Et on peut, ta réflexion sur l'antisémitisme, etc., on peut aussi la voir de l'autre côté, c'est-à-dire que la question, c'est la force qu'il faut pour s'arracher de son pays et essayer de trouver un refuge est une force immense. C'est les gens qui s'arrachent de ça et qui prennent la route des Balkans depuis 2015, ils le font pas pour s'amuser, pas pour toucher les allocs, tu vois. Et voilà, c'est. Et puis ça a été montré par des collègues Claire Zalk et Nicolas Mariot dans le cas des Juifs français de Lens. C'est un livre qui s'appelle Face à la persécution. Personne ne fuit avec 5 enfants. Voilà. C'est tout. Ils ont un tableau à double entrée. Oui. Le nombre d'enfants. Quand vous êtes célibataire à 18 ans, vous fuyez. Les autres, ils restent. Ils peuvent pas, en fait. Parce qu'il y a des personnes âgées, parce qu'il y a 3 enfants. Donc, il y a aussi des mécaniques. On pose un regard sur ces périodes-là en disant mais qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Rien. Quand il y a 3 enfants, on va nulle part, en fait. Ouais. Et ça, je vais finir, mais je vais y aller. Non, c'est très intéressant. Je vais y aller un peu fort. Les 29 et 30 août 1941, il y a une trentaine de milliers de Juifs qui sont réfugiés dans une petite ville qui s'appelle Kamieniec-Podolsk et qui est en Ukraine subcarpatique. Et le premier jour, les nazis vont en tuer une vingtaine de milliers. C'est le plus grand massacre qui a été fait en une seule journée. Il en reste 13 000 qu'on force à dormir sur le lieu du massacre. Et là, il y a 2 types de personnes qui vont essayer de prendre leur chance. La première, ce sont des jeunes femmes qui vont essayer d'offrir leur corps pour pouvoir passer le cordon. La deuxième, ce sont des jeunes hommes qui vont essayer de courir. Et puis, il y a une catégorie de personnes qui ne bougent jamais. C'est les gens avec des enfants. Et ils acceptent de mourir, et ils acceptent d'accompagner leurs enfants dans la mort. Donc, ces questions de choix, elles se posent à peu près dans les mêmes termes, sur tout ce truc-là, en 38 pour l'arrachement et en 41 pour les Einsatzgruppen, pour la mort. Évidemment, là, on évoque dans notre live la partie avant la guerre, mais évidemment, vous avez une troisième partie qui évoque justement là où cette société d'adhésion rentre dans une société du massacre aussi et de l'accomplissement génocidaire organisé, pensé. Donc, il y a toute une question où cette question de darwinisme organisationnel prend tout son sens. Pour le coup, on n'aura pas le temps de le développer ici dans ce live et je vous invite vraiment, pour le coup, à aller acheter le livre parce que du coup, vous en parlez dans la troisième partie. Malgré tout, j'avais quand même envie d'évoquer avec vous l'effondrement. Il y a un chapitre qui est dédié. L'effondrement de ce monde nazi pour les gens qui l'ont vécu, pour les gens qui y ont cru, pour les gens qui y ont adhéré. C'est l'effondrement l'effondrement d'un monde, de quelque chose auquel on y a adhéré parce qu'on y a cru, parce qu'on a eu des symboles. C'est ce qu'on a essayé justement d'expliquer dans ce live. Oui, bien sûr. Je réponds, après tu me critiques parce que j'ai pas compris ce que tu as dit hier soir sur le fait que tu n'étais pas d'accord. On en reparle. D'accord. D'avoir une bière. Ça, c'est vraiment une question hyper intéressante. Il y a eu plusieurs livres ces derniers temps sur cette question-là. C'est-à-dire, que nous dit l'écroulement de cette adhésion? Que nous disent ces derniers mois du Reich? Kershaw n'est pas parfait. Il a fait un bouquin qui s'appelle La fin, The End, qui est pas très bon. Voilà, ça arrive. Même les plus forts, des fois ça marche pas. Mais il est bien, mais bon, il est pas. C'est pas le Kershaw, le meilleur Kershaw. Il y a eu plusieurs livres aussi, je pense que vous avez peut-être vu passer aussi, sur les suicides, la vague de suicides de 45 d'Allemands. Il y a eu le bouquin d'Emmanuel Droit, Les suicidés de Demmin, et puis un bouquin en anglais peut-être qui s'appelle Florian Huber, Promets-moi que tu vas te suicider. Promise me you shoot yourself. Huber disait une chose. Il disait, ces suicides-là, plus de 8000 en un mois, au mois de mai 45, sont représentatifs... À Berlin, pardon. Seulement dans Berlin. Ouais. 8000 seulement dans Berlin. Ouais. Seulement dans Berlin. Ces suicides-là, nous dit Florian Huber, et c'est une hypothèse très intéressante qui ne me convainc pas, mais qui est très intéressante, il dit en fait c'est la sortie de cette adhésion. Il y a des gens qui sont incapables de regarder en face l'Allemagne du futur sans Hitler et sans le nazisme. Je donne un exemple tout bête, très tragique, très trivial. Joseph Goebbels et sa femme qui tuent leurs 6 enfants et qui se suicident juste après. Parce que pour eux, ils n'imaginent pas quelque chose sans Hitler. Ça, c'est pour les élites. Mais il y a tout un ensemble, une vague de suicides générales dans la population allemande. Huber fait un livre très intéressant, très foisonnant, en disant, vous voyez, c'est là où la promesse se termine. C'est là où les Allemands comprennent que c'est terminé, que leurs 14 ans de Reich, etc., c'est fini. 12 ans, pardon. 14 ans, c'est Weimar, etc., etc. De ce point de vue-là, moi, Huber, il est obligé de dire aussi des choses très simples. Il y a l'armée rouge qui est à 10 km.
ils ont été biberonnés de propagande sur les exactions, les viols, les massacres de l'armée rouge. Il y a un grossissement de la propagande, mais il y a aussi une réalité derrière. On rappelle que dans le territoire de l'Est possédé par l'armée rouge, il y a 14 millions de personnes. On estime qu'il y a 2 millions de viols de guerre. Et donc là, on est pris dans un objet d'histoire dans lequel on peut débattre. Moi, je crois que profondément, cette vague de suicides, elle est avant tout, j'ai envie de dire, mécanique. Il y a une angoisse telle que ça conduit à ça. Uber l'interprète d'une manière plus de l'adhésion, de tout ce qui s'était passé, et que revenir dans les conditions des années 1929, 30, 31, d'avant le Reich, c'était pas possible pour eux. Donc vous voyez, là, on a un objet très précis et qui est intéressant parce qu'on peut être en désaccord sur cet objet selon les méthodes. Et accumuler les sources comme preuve, etc. Ouais. Et ça, c'est passionnant. Et dans le même temps, en effet, il n'y a pas de preuve définitive. Et ça, c'est... On travaille avec des millions de psychismes, avec des milliards de représentations. Évidemment. Il y a des gens qui posent des questions dans le chat. Est-ce que c'est pas par peur des tribunaux d'après-guerre, etc. Là, on parle quand même pour Goebbels de la mort de lui, de sa femme, de ses 6 enfants aussi. Ces 6 enfants n'auraient pas été traduits en justice. Et quand on parle de 8000 personnes, ce ne sont pas tous des membres de l'appareil d'État nazi. Ce sont des civils, des gens qui... Et quand on fait des études un peu fines de l'attitude dans les appareils nazis, on s'aperçoit que ceux qui se suicident massivement sont des gens qui sont plutôt de la génération des combattants de guerre. C'est-à-dire des gens qui vivent une deuxième défaite, pas la première. Holdendorf, Schellenberg, tous les grands génocidaires de la génération des enfants de la guerre essayent de ne pas se suicider et soit pour Holdendorf d'aller justifier dans les tribunaux, soit de fuir, etc., etc. Par contre, les gens qui sont nés entre 1881 et 1895, eux, se suicident massivement. C'est le cas des Gauleiter, c'est le cas des SS und Polizeiführer, les chefs suprêmes de la police et des SS, etc., etc. Tu peux, comme ça, faire des petits comptages qui marchent plutôt pas mal. Il y avait aussi, évidemment, on parlait de toute cette organisation, de l'adhésion et du coup aussi peut-être de la responsabilité. Et ce là m'avait fait poser une question. La fameuse banalité du mal, les ordinary men, ceux qui, et je pense notamment évidemment au sujet qu'avait traité, et son nom m'échappe, le procès de Eichmann à Jérusalem, par exemple. Hannah Arendt, voilà, merci beaucoup. Le procès de Eichmann à Jérusalem. Sur le côté, voilà, c'est un homme ordinaire qui a suivi tout ça. Est-ce que du coup ces recherches-là permettent justement de faire évoluer notre regard sur ces hommes ordinaires contraints, donc qui ont simplement suivi les ordres finalement? Nous avons 23 heures, je le rappelle, devant nous. Non, je pense que là, tu vois, ce qu'on essaye de montrer depuis le début, c'est on est obligé pour des questions pédagogiques aussi d'enseigner vite, d'enseigner des grandes ruptures, d'enseigner des choses simples. Et donc pour revenir sur ce côté 45, est-ce que tout s'est écroulé? Alors aussi un truc important, les gens n'ont pas découvert la Shoah, les Allemands n'ont pas découvert la Shoah en 45, oui. Ils étaient tous au courant, tout simplement parce que quand la Wehrmacht compte 18 millions de soldats, ils envoient des lettres et ils envoient des photos. Donc ça, il y a des choses dans le livre, on a essayé de décrire ce complexe mental des Allemands dans les années 43-45 qui en fait n'ont qu'une idée en tête, eux et les bombardements. Donc il ne faut pas aller chercher d'autres choses sur il y a la Shoah, non, le bombardement de demain, etc. Et dans l'après-guerre, pour cette idée de sortie du nazisme, il y a un sondage de 1955, 10 ans après la guerre, en RFA, excusez-moi, en Allemagne de l'Ouest, qui dit si Hitler n'avait pas déclenché la Seconde Guerre mondiale, serait-il le plus grand dirigeant allemand de tous les temps? 65% de oui. Donc vous voyez que le narratif, le récit qui dit les Allemands ont pris conscience de ce qu'ils ont fait et ensuite ils étaient plus nazis, c'est évidemment pas du tout une réalité historique, ça s'étale dans le temps. Et le procès Eichmann, pour le coup, en est un moment aussi important de prise de conscience. Alors, le problème, c'est que sur la banalité du mal, là, je sais qu'en fait, si je dis des trucs, et si on dit des trucs, le chat, il va « Ouais, mais moi, je pensais que Hannah Arendt, j'ai vu le biopic, elle fume plein de clopes. » Enfin, bon, voilà. Et il commence à se faire tard, donc il faut que je sois précis comme Joe Pesci. Une rêve très technique, très technique pour maintenir éveillés les fans. Tout le monde est là. Etc. En fait, on peut critiquer Arendt tout en considérant qu'elle a apporté énormément. La notion de banalité du mal telle qu'elle est apportée par Hannah Arendt au procès d'Adolf Eichmann en 1961 a été énormément tordue. Aujourd'hui, elle sert à dire que tout et n'importe qui
que n'importe quelle personne peut être un bourreau nazi. C'est un petit peu ça. D'accord ? Et donc c'est sorti à toute Sidicide, bravo. Pardon, excusez-moi pour ça. Et elle est sortie à toutes les sauces. C'est un des termes les plus galvaudés, les plus utilisés. Et puis en plus de ça, il y a eu beaucoup d'études, tu sais, un peu sensationnalistes dans les années 60, 70. Voilà, 1000 grammes, tout le monde le ressort aujourd'hui. Tu vois, tout le monde peut être un bourreau, tout le monde peut. On va leur régler leur compte à tous les deux d'un coup. Putain, ça fait Zimbardo en même temps. Alors, tu peux rappeler l'expérience de 1000 grammes Alors 1000 grammes, ouais, mais 1000 grammes, c'est une expérience dans les années fin des années 60, 68, 69. C'est un chercheur dans une université américaine de l'Ouest. Et il propose à des gens d'électrocuter des acteurs. Ils savent pas que c'est des acteurs. Et il les électrocute et il voit si en fait il y a une soumission à l'autorité. Et donc, 1000 grammes plus Arendt, c'est le logiciel de les gens sont méchants par nature. C'est le retour du grand débat Hobbes-Locke, le loup pour l'homme, etc. Je vous reconseille un livre super, Charlotte Lacoste, Négation du bourreau, séduction du bourreau, négation des victimes, qui démontre tout ça, mais alors à la sulfateuse. En fait, en réalité, 1000 grammes aujourd'hui est réinterprété pour montrer que ce qui est frappant dans son expérience, c'est la résistance à cette autorité. C'est-à-dire que si on veut regarder l'expérience de 1000 grammes d'une manière autre, en gros, il y a quand même, on peut y voir un message optimiste, et je connais moins, tu me diras. Pour Arendt, en fait, faut faire le boulot, il faut revenir au texte. Relisez Eichmann à Jérusalem. Qu'est-ce qu'elle dit ? Est-ce qu'elle dit que tout le monde est banal et tout le monde est Eichmann ? Non. Le mec s'énerve tout seul, je respire. On n'a rien fait sur le plateau. Repose ce 39 minutes. Elle dit que Eichmann fait un travail conscient sur lui-même pour abdiquer sa propre moralité, abdiquer sa capacité de décision, et que sa banalité est en tout point extraordinaire. Voilà. Donc on relit, je pourrais vous citer On touche de l'herbe, je ne l'ai pas dit, mais évidemment qu'on touche de l'herbe. Et je pourrais reciter, mais je vais dire des bêtises, je pense que c'est pas 113 dans l'édition Gallimard, mais elle dit ça. Et en fait, suivi par des historiens comme David Cesarani, qui a écrit une super bio d'Eichmann, où il montre, Eichmann, il gifle les représentants juifs qu'il reçoit dans son bureau dans les années 30. C'est quelqu'un qui est furieusement antisémite. C'est l'inverse du bourreau de bureau. Donc attention, c'est vraiment une notion extrêmement mal utilisée. Non, le mal n'est pas banal, en fait. Non, il y a une construction historique des actes de destruction, et Eichmann est utilisé à toutes les sauces. Donc attention, relisez le texte. Il est en poche, il est accessible, et c'est une pensée qui est très complexe. Hannah Arendt, c'est quelqu'un qui a, sur plein de sujets, éclaté le game. Elle était au-dessus de la mêlée, voilà. Tu voulais dire quelque chose, Christian ? Ouais, on peut les éclater tous les deux beaucoup plus rapidement en disant que, pour le procès Eichmann, elle a assisté à 4 jours et qu'elle a quand même un peu raconté n'importe quoi sur le système totalitaire. Ce qui n'empêche pas que Nico, il a raison. Elle a des, quand on regarde dans le détail, elle raconte n'importe quoi. Elle a pas le factuel, elle a pas les informations, elle a pas l'empirie. Mais c'est une politiste. C'est une politiste. Et en même temps, quand elle regarde les choses de très très loin, ce qu'elle fait est génial. Nous, on vient de s'emmerder à écrire 650 pages en montrant que, au fond, le nazisme, c'était un peu 3 modes de prise de pouvoir, avec un mode qui passe par la rue et par les masses, et un mode qui passe par les élites et les salons. On a l'impression d'avoir dit un truc hyper appuyé, machin truc bidule chouette. Arendt dit déjà que le système totalitaire, c'est la coalition des masses et des élites. Elle le dit dans les années 60, tu vois. Donc, au fond, c'est un peu comme ces tableaux de pointillistes. C'est quand tu regardes de près, c'est des tâches, et c'est extrêmement beau quand tu le regardes de très loin. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, l'expérience de 1000 grammes, quand tu fais il y a un type qui s'appelle, non, c'est pas lui qui a fait ça. Il y a une thèse de philosophie américaine qui montre que quand tu vas dans les archives et que tu regardes ce que fait 1000 grammes, il a tout réinterprété, tout réécrit, escamoté ses résultats, et que il avait envie de prouver ce qu'il était en train de faire. Et que donc, il y a un problème de reproductibilité de l'expérience. Comme pratiquement toute la philosophie, la psychologie sociale expérimentale d'ailleurs. C'est toute la matière qui est... Oui, ça tire un peu à balles réelles, je suis désolé. Ouais, ça tire à balles réelles, mais les gens sont là aussi pour ça. Les gens aiment le sang, d'une certaine manière aussi. Non, mais on aime bien les gens qui font des sciences politiques. C'est comme les sociologues. Même vivant. C'est comme les sociologues, ils aiment. Je rigole évidemment. Calme-toi. Calmez-vous.
C'est pas bon pour ce que t'as écrit. Ils aiment bien les systèmes. Voilà. Et nous, on aime bien aller dans les archives et creuser avec des petites pelles. Voilà. La banalité du chat aussi, ça marche. ça marche aussi d'une certaine manière. On va se calmer, Gaël Grao. Hein, non, t'es super. Comme tu le disais, avec ce bouquin, vous avez travaillé à 3 dessus. Qu'est-ce que vous retenez de ce travail, tous les 3? Que ce soit dans ce que vous avez écrit dedans ou peut-être dans le processus de création de cet ouvrage? Parce que vous, là, vous vous êtes confronté à vos manières de travailler, à vos façons d'écrire aussi, à vos domaines d'expertise. Parce que chacun aussi a ses domaines où il est plus... Pour moi, la surprise la plus fondamentale, c'est... la mécanique a fait que il y avait un chapitre que au départ, initialement, quand on a fini par se mettre d'accord, que je devais prendre en charge, qui est le chapitre du génocide. C'est Nico qui l'a fait. Et j'ai découvert sa façon d'articuler les choses et c'est incroyable. Mais le chapitre est hyper original. Je l'ai lu. En plus, je l'ai lu de façon malveillante au départ. C'est-à-dire, j'étais là en train de dire, est-ce qu'il va penser à ça? Et puis, merde, je vais pas suivre. Il avait pensé. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est l'expérience la plus excitante du livre. Et le petit élève de master de 2003, non, arrêtez. Je sais que je vais avoir les oreilles rouges. Et voilà. Non, en vrai, là, si on rentre dans la partie bricolage, enfin fabrication du livre, c'était assez fou, quoi. Parce qu'on se connaît depuis des années, parce qu'on a tous les 3, alors dans le chat disent, mais quand est-ce que Johan vient, etc. Quand est-ce qu'il est invité? Il était invité, mais il pouvait pas. Donc j'ai envie de dire, retrouvez-nous au rendez-vous de l'histoire de Blois. Exactement, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils y allaient par message. Dimanche, ça ressemble un peu à la cour de Versailles, sauf que les rois et les reines sont pas les mêmes, mais voilà. Et donc là, on sera tous les 3, mais effectivement, il y a des questions d'emploi du temps. Hein. Il aurait bien aimé venir, il vous salue, par ailleurs, sur WhatsApp. Et en fait, ce qui était assez fou, c'est qu'on travaille ensemble à côté, j'ai envie de dire, depuis 20 ans. On fait des conférences, on s'écoute, mais on n'avait jamais vraiment bossé ensemble. Bosser, ça veut dire le chapitre que tu reçois à la bourre, qu'il faut corriger, tu dis attends, mais non, je suis d'accord, je suis pas d'accord, qui fait les notes de bas de page là sur ce truc-là, comment on met des images, comment on légende. Et c'est vrai que, alors là, je parle vraiment du cœur, moi, c'était un immense honneur. En fait, c'est la Champions League, quoi, MDH. MHD. Moi, c'était de dire, je vais écrire avec 2 personnes qui ont beaucoup compté dans le champ. Et donc, pour moi, c'était vraiment hyper chouette. Et sinon, c'est vrai que sur le processus en tant que tel, ça a été super fluide, quoi. Parce qu'en fait, on a posé le plan. On a chacun notre manière d'écrire l'histoire, on a chacun nos connaissances. Tout était très, très, très limpide et très évident, en vrai. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément faire les mêmes choses ou écrire de la même manière, on ne connaît pas les mêmes périodes. Il y a des fois des chapitres où on arrive à voir qui écrit un petit peu lequel, ça qui était rigolo. Parce que pour expliquer aux gens, vous avez eu, comme vous le disiez, chacun vos chapitres que vous avez écrits, avec évidemment des relectures de chacun et ce genre de choses. Oui, alors c'est vrai que là je vais pas faire ça, mais c'est vrai que les copains un peu proches, on leur dit, bon, devine qui a écrit quoi. Et les remarques, les retours sont parfois un peu rigolos. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est sûr, c'est que sur un livre comme ça, on s'est relus énormément les uns les autres, en lissant beaucoup. Il pouvait y avoir des répétitions, donc ça c'est aussi le travail de Talandier. Et voilà. Mais moi j'avoue que je reviens sur ton chapitre 7, mais chapitre 7, la société du geste. Moi j'arrive, là c'est pas du tout de la fausse modestie. Moi je suis pas, j'invente pas des concepts. Je suis pas comme ça. Je décris, je fais mon truc. Et lire le chapitre de Christian où il reformule en fait 10 ans d'historiographie pour dire un peu ce dont on vient de débattre ce soir. C'est quoi cette société? Et par l'anthropologie du politique, par le quotidien, il montre que le nazisme, c'est des gestes répétés, c'est des festivités, c'est des rituels. Moi j'étais en mode voilà, le poulet, c'est le chapitre, il est là, c'est ça. Non mais voilà quoi. Et c'est vrai que du coup c'est où la conclue de Johan, bon spoiler, mais la conclue de Johan est incroyable. Voilà quoi. Je l'ai lu 3-4 fois pour être en mode j'ai bien compris. Voilà, on savait pas comment le faire. Je pense qu'on était incompétents, puis c'était pas comme ça qu'on l'avait pensé. Il débarque, il pond le truc, on fait ah ouais, ok. Aussi parce que on a des styles d'écriture différents, plus enlevés, plus certaines fois plus rigoureux, un peu chiant. Enfin voilà, ça dépend. Donc c'était vraiment un super. Et puis bon, la maison d'édition, c'est de l'artisanat. Donc c'est aussi tout le travail. Judith Simoni,
Louis Bousquet, je pense aussi à Isabelle Bouche, etc. C'est-à-dire vraiment qui font que un fichier Word, un Google Doc éclaté au sol avec 200 remarques devient un super bouquin, enfin un truc beau quoi, et dont on est fier. Moi, c'est vrai que j'ai lu, notamment pour préparer ce live, j'ai lu quand même pas mal le deuxième chapitre, donc sur toute cette partie société nazie. Et c'est vrai que des fois, même quand on a du mal à toucher du doigt cette... je sais pas, cette familiarité, ce serait difficile, mais cette proximité en tout cas avec la société nazie de cette période-là. Comment est-ce qu'elle s'articule? Comment tu l'as très bien décrite tout à l'heure après l'exemple de ce voisin qui te regarde par-dessus l'épaule et qui te dit « Ah, mais vous avez pas donné aux dernières œuvres, etc. » Et en fait, c'est assez troublant parce qu'il y a toujours cette question de vouloir rejeter un petit peu, de vouloir... et je pense que parfois le terme de régime totalitaire, des fois on essaye de remettre au loin justement ces régimes-là qui sont, on a l'impression, très loin de chez nous. Mais finalement, par ce quotidien parfois un peu... en fait, finalement, qui n'est pas très différent d'une autre par moment. Alors évidemment... je veux dire, c'est des gens qui vivent, c'est un kidam moyen, qui est dans un pays de 80 millions d'habitants, qui sait pas de quoi ça fait demain. Et ça nous replonge quand même, je trouve, vraiment bien dans les questionnements des gens de cette période-là, et aussi dans toute la partie, et c'était souvent une question que je me suis posée, l'engagement de cette société, et jusqu'à quel point elle y est allée, et jusqu'à quel point elle était capable de pousser cet engagement volontaire à ce crime terrible et génocidaire auquel, justement, on se dit à quel point ils ont participé. Et je trouve que ce bouquin, il répond vraiment d'une manière vraiment géniale, et en plus en faisant le point sur l'historiographie. Où est-ce qu'on en est dans la recherche? Et ça, c'est hyper intéressant pour les gens qui peut-être vont découvrir l'histoire du nazisme par ce bouquin. Je pense qu'il y a aussi, au début, notamment dans l'introduction, une très belle partie sur voilà ce qui a été fait avant, voilà où est-ce que nous on en est, voilà ce que l'on va utiliser. Et franchement, il y a une très belle grosse bibliographie extrêmement fournie. 800 titres, putain. Ah ouais, là vous avez abusé. Hein. Non, on n'a pas abusé. Toi le chat, toi le jeune, qui, je dis les termes, qui dans ce bas monde, quand tu finis le bouquin, t'es au mois de juillet, t'es sous l'eau, et on te dit, il n'y a pas de biblio, elle est où, etc. Et tu fais, waouh, c'est foutu. Là, le mois d'août, il est foutu. Et là, t'as Christian Ingrao, Los Termos, oui, tout à fait. Los Termos. T'as Christian Ingrao qui arrive, c'est vendredi soir. Moi, je suis en mode, c'est bon. C'est fini. Je pleure entièrement, c'est la fin. Et Christian, dimanche soir, il dit, tenez la biblio. Oh là là. Grâce à Zotero. Grâce à Zotero, je sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel qui permet de... Mais personne fait ça. Personne n'est capable de faire ça. Et tu relis la biblio, tu fais, ah ouais, quand même, et tout. Voilà, donc là, tu vois, c'est pas on, quoi. C'est... Ouais. Mais non, mais pour le coup, c'est vraiment... c'est vraiment... moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il me reste encore quelques chapitres à lire, notamment le troisième chapitre pour conclure. Mais là, le deuxième m'a vraiment touché. J'ai trouvé ça assez troublant et je suis allé à la conclusion. Et du coup, la conclusion et le deuxième chapitre se retrouvaient assez bien, je trouvais, déjà. Donc voilà, n'hésitez pas. Le monde nazi, 1919-1945. Yoann Chapoutot, qu'on embrasse, qui n'était pas avec nous ce soir, mais qu'on salue évidemment. Christian Ingrao et Nicolas Patin. Waouh, il est beau, hein. 650 pages, messieurs, dames. De pur bonheur, c'est que du lourd. Merci pour le poulet, comme on dit. Ouais. Il est bien craquant, il est bien épicé. Et c'est chez votre libraire, évidemment. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, le découvrir. C'est absolument génial. Donc, voilà. Et nous aussi, on te remercie, Rive, de nous avoir accueillis et de nous accueillir comme ça et d'accueillir l'histoire académique, parce que c'est quand même long, chiant, lourd. Et, il y a une petite phrase au début que j'ai un peu pris pour moi, j'avoue. Vous remerciez les gens qui sont sur la tâche, j'étais en mode, elle est un peu pour nous, un peu pour moi, mais évidemment moi. Et, dans l'intro, on est d'accord. Oui, dans l'intro, exactement. Et pour toi, pour Ben, pour beaucoup, évidemment, d'autres créateurs de contenu. Et ça fait évidemment vraiment plaisir. Les gens vous remercient. Merci beaucoup à vous qui avez suivi. J'ai l'impression que vous avez été nombreux. J'avais pas le nombre de spectateurs pendant le live, mais vous avez été nombreux. Merci pour vos questions. Merci pour vos retours. Merci beaucoup à vous deux. C'est vraiment un plaisir pro et perso de vous avoir à chaque fois pour discuter. C'est vraiment génial. Le plaisir, il est mutuel. Hein, merci aux streamers qui bossent beaucoup. Bon, ça... Mais c'était vraiment génial. Je le rappelle, vous étiez 2500, incroyable. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Je le rappelle évidemment, ce live sera en replay sur YouTube pour ceux qui l'ont raté, si vous n'étiez pas arrivé au début ou quoi. Et il sera aussi disponible sur Spotify, les différentes plateformes de podcast, si vous voulez vous l'écouter, je sais pas, en allant courir ou quoi. Je pense que ça s'y prête bien pendant un petit jogging. Je pense que ça, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est exactement ce qu'il vous faut. Et vous serez du coup à Blois, c'est ça, ce week-end ? Ouais.
Très bien. Donc, Comme disait le chat, le festival de Cannes des historiens. Tout c'est un petit peu ça. un programme. Mais tu sais que je suis jamais allé pour le coup à Il faut Blois. y aller. Ah, Il faut y aller. Ouais. Il faut y Il y aller. a un tapis rouge et on Il doit monter. faut aller en boîte avec Boucheron et avec Emmanuel Laurent. Hein, il faut que tu fasses ça. Avec Patrick Boucheron, il va en boîte. Ah oui. Ah oui. B. Boucheron va en boîte de nuit. Oh, ça, c'est un dossier pour le coup. Hein. Ouais. Waouh, ça, c'est un vrai dossier. Oh là là, il fallait le lâcher maintenant. Allez, fracture de l'œil. Fracture de Oh là l'œil. là, B. Boucheron. Mais alors là, c'est l'information de la soirée, messieurs, dames. Désolé, le livre est super, mais alors cette information. Désolé, le livre est top, mais cette information est bien plus intéressante. Quoi? Ah, il danse un logobi avec Patrick Boucheron, mais je suis choqué. Non, en tout cas, vraiment, merci beaucoup encore une fois. Et voilà, moi, j'ai hâte de finir la lecture de ce livre. Et puis, on vous retrouve évidemment pour un autre livre bientôt. Je sais pas tout de suite, on va faire une petite pause. Combien de temps, toi? Ça dépendra des questions familiales. Ouais, évidemment. Moi, c'est 4 ans, minimum. 4 ans pour récupérer un petit peu, bien sûr. Et pour ceux qui veulent poursuivre, sachez que avec Christian, nous avons déjà fait des lives ensemble, mais on avait sorti aussi un documentaire sur un livre que tu avais écrit sur les brigades d'Irlewanger. Oui. Chasseurs noirs. Ouais. Et donc voilà, n'hésitez pas, les chasseurs noirs, donc n'hésitez pas. Au-delà du livre, le documentaire est très beau parce qu'il il est venu à Berlin, on a fait plein de trucs, il a fait des très belles images et voilà. C'est un donc très beau voilà, documentaire. si vous voulez poursuivre ça, cette monographie de cette division que tu as écrite, n'hésitez pas, c'est sur la chaîne YouTube, bien sûr. Merci beaucoup tout le monde. On salue Fanny, bien sûr. Bon courage avec le vomi. Et puis, on se dit rendez-vous à la prochaine. Demain en live, messieurs, dames, à 9-10 heures. Voilà, vous le savez, on va continuer Kingdom Come Délivrance. Donc, soyez là, on va se régaler. Et rendez-vous demain. Ciao, ciao.